Parents et amis, avec Gilles Parent. Bonjour et bienvenue sur Parents et amis. Vous pouvez nous écrire comme plusieurs le font pour 1000 raisons. Des fois, c'est pour suggérer des choses. Des fois, c'est pour continuer une discussion qu'on a commencée avec des intervenants, suggérer des intervenants. GilesParent.com, dans la section nous écrire ou nous parler, même, vous pouvez faire ça audio. On est même rendu là. Très content du podcast qu'on va faire aujourd'hui. J'aime toujours les gens que j'invite. Habituellement, je vais avec le mot intérêt toujours en tête. Mais on va parler d'un sujet intéressant. On va toucher probablement, inévitablement, à l'alimentation sans être avec le food professor. On va quand même en parler, on n'a pas le choix. On vit dans une société où tout coûte plus cher. Après plus de 30 ans derrière les fourneaux, François Blais demeure une référence à Québec. Chef, mentor, entrepreneur. Il a fait du Bistro B un lieu emblématique axé sur les produits locaux, la proximité avec les clients. En 2026, il pose un regard lucide sur l'avenir de la restauration entre passion, pression, adaptation. Monsieur François, bonjour. Salut. Bien content de te voir. Je suis bien content d'être là. Je sais que t'as pas l'habitude de passer par quatre chemins, puis en même temps, t'as beaucoup de respect pour le métier. Fait que Absolument. Mais c'est un métier qui est tourmenté, c'est une société qui est tourmentée. Ma première question, ça serait, est-ce qu'à la base, un père de famille avec sa femme, les enfants qui vont faire l'épicerie, ils se rendent compte de ce que tout le monde fait comme constat? T'sais, ça coûte cher. Ouais, puis c'est ça. Bien, vous achetez vous aussi là. On achète pas mal. Dans les restaurants, tu sais. Ouais. J'achète à peu près pour 1,2, 1,3 millions par année. OK. Fait que c'est beaucoup. Puis oui, ça coûte cher. Je fais le même constat. Parfait. On va décortiquer ça tantôt. Je veux qu'on fasse ta carrière aussi parce que c'est intéressant. On présume souvent que les gens savent, mais finalement, on en sait juste des petits bouts, là. Vraiment. Quand tu regardes, mettons, tes 30 ans de carrière, commençons par quelque chose d'archi positif. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ben, il y a trois choses qui me rendent Fier? très, très fier. Okay. La première, je dirais le highlight de mon affaire. Ouais. C'est d'avoir contribué à la formation de la relève en restauration. Pas juste en cuisine, en restauration. Redonner tes compétences puis tes connaissances. Exactement. Partager mon expérience, partager des chiffres, montrer des choses. Ça, là, c'est... Quand je vais partir, puis je vais pouvoir dire, ben lui, c'est un de mes anciens, lui, c'est un de mes anciens, lui, c'est un de mes anciens. Je trouve ça vraiment le fun. Fais-tu partie de ceux, François, qui aimeraient ça, choisir sa sortie et pas sortir parce qu'il faut que tu fermes, pas sortir parce que ça marche plus, tu comprends? Ben, il y en a qui sont poignés de même, là. Gilles, je travaille là-dessus. Là. Pour la suite? Ça fait 5 ans que je travaille là-dessus. OK. Pour dire, peux-tu sortir comme du monde? Exactement. Puis que ça marche encore, dans le fond. Mais je veux pas sortir juste pour sortir. OK. Parce que je suis fier aussi des réalisations que j'ai faites. Je suis fier que le Bistro B, après 15 ans, ça va faire 15 ans le 22 juillet. Quand même, est encore ouvert. Panache de l'Auberge Saint-Antoine, maintenant qui est rendu Coteau. Il est encore là, puis encore bien classé. Michelin les classes. Je suis fier de ça, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Harvey, même affaire. Harvey, dans Limoilou, j'ai parti avec mon chef Julien. C'est un petit restaurant, mais intense. C'est intense, puis il va bien. Fait que je suis fier de tout ça. Avec raison, je comprends bien. Dis-moi, à quel moment t'as senti que ça serait la restauration de ta vie? C'était-tu jeune ou? Ben, c'est assez jeune, ça fait 34 ans. J'ai commencé... Puis t'as 35? Ouais, c'est ça, 53, 54. OK. En 1991, j'ai commencé derrière les fourneaux, puis j'ai commencé dans la restauration en 1987. Avant d'apprendre ou t'avais appris des cours? Avant. Mes jobs d'étudiant. OK, des jobs d'étudiant. On prend ce qu'il y a puis on ramasse la paye. Ouais, exactement. Puis en 90... C'était où? Parle-moi ça, t'as commencé où? Ma première job, c'est la brasserie La Buissonnière, à Sainte-Foy, qui est maintenant la Cohue. Absolument. Ça marche encore, là? Ça marche encore, c'est le même local. Moi, je restais pas loin de la Buisse, exactement. Ben, il y avait 1000 appartements en face, tu devais être là-dedans, non? Exactement. Okay. Ouais, un petit peu plus en arrière, mais j'allais au conveyeur de quartier, c'était mon route. Le gag à Québec, c'est que tous les gars qui ont mettons qu'ils regardent leur période 16 ans à 25 ans ont connu une blonde là-dedans. Ah ben c'est sûr. C'est sûr j'avais des chums. Les étudiantes étaient toutes là, puis les étudiants aussi, fait que c'était un beau secteur. La Buisse, mais tu sais, comme plongeur, comme commis débarrasseur. Après ça, je suis rentré, j'ai eu un accident de ski en 90, plus capable de marcher ou à peu près pas, je me suis fait opérer. T'es-tu hyper popé? T'aurais-tu pu penser ne plus marcher? Non. C'est de la guérison. Okay, exactement. Okay. Puis je me suis fait opérer, mais moi, dans ce temps-là, j'allais au cégep. Fait qu'il fallait que je paye mon appartement, ma bouffe, etc. Fait que j'ai un de mes amis
qui travaillait au Cactus. Cactus ouvert en 90. OK. Fait que ça, c'est début 91. Sur Miran, ça, c'est ça? Sur Miran, exactement. Fait que j'étais allé, ça, c'est ma première job de cuisine. Fait que moi, j'étais commis à la friteuse. Fait que faire des ailes de poulet, puis des onion rings, puis des nachos. Croquettes de poulet. Ben, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est ma première job en cuisine en 91. OK. T'étais cuisinier, puis là, l'étape suivante, c'est quoi? C'est-tu, la cuisine, je pourrais aimer ça, mais ça me prendrait quelques connaissances, c'est tout ça? Ben, c'est 100% ça, Gilles. Écoute, j'allais au Cégep Sainte-Foy, à côté de Miran. Je restais dans ce coin-là, là, je restais dans la côte Miran. Étais-tu un assidu à l'école ou le Cégep, des fois, on manquait une journée ou deux, là? Quand je suis rentré en cuisine, il y a un nouveau chef qui est rentré, qui s'appelle Francis Côté, qui m'a intéressé parce qu'il était intéressant, tout simplement. Il a pas dit François, toi t'es bon. Pendant tout, là, moi j'étais mauvais, là, moi te le dire. Tu sais, sur l'horaire, quand le monde voyait François, il disait je suis avec lui. Ouais, c'est ça. Sauf qu'il était intéressant. Puis je me suis rendu compte que je passais plus de temps au Cactus. C'est pas mon entreprise, hein. Moi je suis employé. Ouais. Je passais plus de temps là. Pour y parler? Pour jaser avec eux. Dimanche après-midi, le restaurant était fermé. Moi, j'allais laver derrière des casseroles parce que je trouve c'est important que ce soit propre, des casseroles. Puis tous les trucs, toutes les 1000 mais qui t'ont servi après, qui te servent encore. Finalement, je me suis rendu compte que je passais plus de temps au restaurant qu'à l'école. Fait que là, mon père il m'a dit, mais sais-tu quoi? Fais donc ça comme métier. Mais inscris-toi, va faire un cours de cuisine. Là, c'est là que j'ai commencé à penser à faire un cours de cuisine. Je l'ai fait en 94. T'avais-tu des choix? T'aurais-tu pu aller en Europe ou t'as fait ça où? J'ai fait ça à Québec parce qu'on avait une bonne qualité de formation. C'est à Mérici, ça, dans ce temps-là, ou? Non, il y avait 2 écoles. Il y a encore 2 écoles. Il y a Wilbrod Bérère, qui est maintenant la commission scolaire de la capitale, juste derrière le poste de police en bas. Oui. Puis la commission scolaire de Charlesbourg, avec maintenant, ça s'appelle Fierbourg, qui est plus dans sortie 76, là. OK. Où était dans le temps l'Arpidrome. OK. C'était là. Ceux qui enseignent, il y a des chefs, puis parce que tout le temps, c'est un peu comme les médecins. Ceux qui, tu sais, je disais à mon fils, c'est en médecine. Ça peut pas être des profs, faut que ça soit des médecins. Mais je dirais qu'en cuisine, c'est un peu pareil. C'est 100% pareil. Il faut au minimum, le gars a peut-être pas un restaurant ou la fille a peut-être pas un restaurant, mais pour enseigner, il faut qu'elle soit bonne. Faut qu'elle soit bonne. Moi, j'ai choisi d'aller à Poly de Charlesbourg dans le temps, parce que les profs étaient plus jeunes. Écoute, c'est en 94. Là, ceux qui sont là aujourd'hui, je m'excuse les boys, mais à l'époque, quand j'ai fait mon cours, vous étiez pas là encore. Hein? Mais les profs étaient plus jeunes, plus dynamiques, puis c'est la meilleure chose que j'ai faite. Celui qui m'a enseigné, Pierre, j'avais Pierre et Marc Arbeau, Pierre Rimbaud comme enseignant. Pierre, c'est mon partner dans mon chalet. OK. C'est devenu un ami, là, vrai. Un ami. C'est lui qui m'a montré à chasser. Moi, j'allais pêcher avec mon père, mais j'ai jamais été à chasse avec mon père. Tu commencé par la petite ou la grosse chasse? La petite. OK. Ouais. Aller à la perdrix, c'est le fun. On peut jaser dans le bois. On chose de toutes sortes d'affaires. Plus qu'à l'orignal ou tout. Pas mal, ouais. Ça, c'est un autre sujet. Avant de se perdre, on est déjà en train de se perdre, mais c'est vraiment intéressant. On va tirer partout, c'est parfait. Mais je veux quand même prendre le temps de parler de l'aventure de Bistro B qui est rendue à une quinzaine d'années. Est-ce que ça a changé pas mal depuis le début, tu dirais? Ça a changé beaucoup depuis le début. Ça a changé... C'est-tu lié à ta personnalité ou c'est le marché ou c'est comment tu vois ça? Écoute, là... Faut que t'aies l'intuition, tu sais, tu dis à un moment donné, il y a du que t'arrives un matin, tu dis, là, faut que je fasse un changement de décor, ça marche plus. Mettons, là. Pas juste de décor. Rafraîchir un décor, là, c'est comme chez vous, dans ta salle de bain, une fois de temps en temps, puis dans ta chambre, tu changes ton lit de bord. Mais toi, tu parles de l'assiette, là. Je parle de tout, le concept, etc. Quand je suis parti de l'Auberge Saint-Antoine pour ouvrir le Bistro B, je savais pas ce que je voulais. Mais ceux qui nous entendent, là, faut que je t'arrête. Oui. Ils vont dire, t'as peu, l'Auberge Saint-Antoine, pourquoi il a sacré son C'est moi qui ai ouvert le restaurant de l'Auberge Saint-Antoine. Mais la première question des gens qui nous entendent, ça peut être, comment ça se fait que François Blais a sacré son camp? Tu n'es pas obligé de donner tout le détail, mais la raison principale, c'est que j'étais tanné, Gilles, de faire à manger, de me forcer 12, 14, 16 heures par jour. J'avais pas d'enfant dans ce temps-là, ma blonde restait à Montréal, fait que moi je pouvais travailler du matin au soir, personne m'attendait, puis c'était bien correct, là. J'étais tanné de me forcer le cul à faire à manger pour des gens qui apprécient, mais pas de temps. C'est leur quotidien. Il te manquait d'étincelles, là, dans ta business. Ben, dans ton travail. Il me manquait de feedback, de réaction, de rétroaction, en fait. Mais pas de la part des propriétaires, pas d'apport, mais des clients. Moi j'aime ça voir leur bonheur dans leur face quand c'est bon, puis on dirait qu'à un moment donné tu viens blasé. Je comprends. Puis ça, ça m'a agacé.
Fait que tu t'es rendu compte au moment que ça te tannait, ça te dérangeait. Ça me tannait. Puis tu sais, on se force, là. T'es là à 7h le matin, puis tu sors un plat à 8h le soir, puis tu regardes le maître d'hôtel dans les yeux, Gilles, puis tu demandes, pis, as-tu aimé ça? Puis là, le maître d'hôtel, il dit, ben, moi, je pense que oui. Là, c'est tabarnak, là. C'est frustrant, c'est ça. Non, là, t'accumules. Tu fais ça pourquoi, la restauration? Tu fais ça pourquoi à manger au monde? Ça peut pas être juste un job. Il y a une passion là-dedans. Un petit peu de bonheur, un petit peu de plaisir, de surprendre les gens, mais faut qu'il y ait une réaction. Puis moi, je l'avais plus, cette réaction-là. Tu savais que ça te dérangeait, fallait que tu fasses de quoi? Fallait que je fasse de quoi? Si tu dis, j'endure ça, non, mais je ferme ma gueule ou je m'en vais. T'as quasiment pas le choix. Sinon, t'es dans un pattern qui marche, là. Dans le haut de gamme, la restauration haut de gamme, c'est ça. Mais ça marchait, ça, je veux dire. Ben oui, ça marchait bien, mais ça marchait-tu pour moi? Ça marchait c'est ça, exactement, je comprends. Bon. Puis, je savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je voulais pas. Je voulais pas être enfermé dans la cuisine haut de gamme. Ça, puis tu sais, j'ai été catalogué assez haut de gamme. Là, Raphaël, l'Auberge Saint-Antoine, etc. J'ai fait des relais châteaux avant, la pensionnaire. C'est pas mal vu de notre part, mais toi, en même temps, tu dis, je peux faire des affaires pour le monde. C'est plus normal. Écoute, à un moment donné, je pensais partir à un restaurant de quiche. Ça te donne une idée que j'étais loin de la restauration haut de gamme, là. Mais, faire les choses, peu importe c'est quoi, de le faire bien. Oui, ça reste. Fait que là, je suis parti, je savais pas ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas, enfermé dans une cuisine, parce que le Bistrot B, il y a une cuisine ouverte. Ouais. La raison est simple, c'est parce que je veux te voir. Ah oui, je comprends. Puis on aime ça, nous autres. Puis je veux te voir quand tu passes dans la rue, je peux te saluer, là. Parce qu'il y a juste une fenêtre entre nous deux, puis c'est bien correct. Même si tu cries pas trop fort, on t'entend. T'as une bonne voix, François. Fait que là, les gens passent devant le resto, fait que ça fait un peu comme ambiance de quartier. C'est ça que je voulais. OK. Ouais. Puis dis-moi, il y avait, tu sais, on peut présumer quand on va au Bistrot B que t'es assez tendance, c'est-à-dire que je vais aller à un restaurant à Paris, un restaurant bistrot. Non, mais moi l'impression que j'ai, c'est que oui, tu pousses un peu l'audace avec les légumes, tu sais, t'es sans être complètement pété, puis tout, mais accessible, tout est relatif. Hein. C'est quoi accessible aujourd'hui? Moi, je sais même plus c'est quoi accessible au restaurant, parce que on est allé, puis j'aime bien Yves sur Cartier, mais puis c'est pas lui, c'est pas de sa faute, mais je disais ça à du monde, je dis, je suis quand même allé au Galway, que j'adore, puis qui marche très bien, pas loin de chez vous. Puis on a pris une soupe à l'oignon gratinée à 2, on a pris un nacho à 2, chacun une bière, puis on sortit ça là, ça a coûté pas loin de 100$. Ouais. Fait que tu sais, je me dis, un peu là. Fait que je pense à des restaurants comme toi qui calculent tout. Fait que c'est pour ça que je vois qu'il y a des défis là-dedans. Mais est-ce qu'il y avait, quand tu dis, revenons au Saint-Antoine, l'Auberge Saint-Antoine, est-ce qu'il a fallu que tu commences à penser ou que tu as eu des occasions qui sont arrivées? Comment ça s'est passé que tu sortes de là? J'ai rencontré, écoute, je peux le dire, là, au début, Yvan Weddell. OK. Qui était au pub Saint-Alexandre. Puis lui, il était tanné d'être au pub Saint-Alexandre. On faisait du vélo ensemble. Puis là, on a commencé à jaser. Puis c'est lui qui était à Archibald, c'est ça, maintenant? Exactement. Okay, il est plus Archibald maintenant. Il était là. OK, il a donné un coup de main ailleurs. Là, moi puis Yvan, on s'est dit, c'est fun de se faire un petit projet. Fait que Bistrot BW. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Puis finalement, Yvan a eu l'opportunité avec Archibald, fait qu'il a choisi Archibald, puis c'est bien correct, là, je pense qu'il a eu une belle carrière puis tout. Puis moi, je suis parti tout seul de mon bar. J'ai eu des projets avec Marcel Aubé sur la Grande Allée. Moi, je suis moins inquiet de la Grande Allée un peu. Ben c'est parce que moi je me dis moi si j'étais entrepreneur Grande Allée, je me dirais il y a quelques mois où je vais souffrir là. Ouais, ben on souffre partout maintenant, on va en venir tantôt probablement là. Oui. Mais bref, d'être tout seul, ça me donnait une certaine forme de liberté, mais d'être tout seul, fallait que je modère mes transports. OK. Je pouvais pas avoir des grandes ambitions parce que je suis juste cuisinier dans la vie. Hein. Je suis pas riche. Je suis riche de plein de choses. Là. Ben oui, je comprends. Des amis, richesse, les enfants, ton plaisir de plein air. Mais personne veut prêter à un restaurateur, un rêveur. Fait que fallait que je modère mes transports, mais en même temps, le choix que j'ai fait était en plein dans le mille parce qu'à l'époque, un Bistrot B, ça existait pas. Il y en avait pas. Puis t'étais sur Cartier où l'offre, il y avait une offre diversifiée, mais moins comme ça. Tu sais, moi, dans ma tête, quand les gens disent des bons grands restaurants où tu peux monter un petit peu, t'énerver un petit peu, mais je dis Graffiti et Bistrot B, puis il n'y en a pas 1000, là. Je dis pas que les autres sont pas bons, là. Ben, Métropolitain dans son style. Oui, exactement. Il y en a plein, mais... La Scala aussi. Mais l'avenue Cartier, c'est une drôle de bébite. C'est très cyclique.
C'est vrai, il y en a, ça rentre, ça sort, ça ferme. Exact. C'est très, très, très cyclique. On a 5 belles années où là, il y a du changement, il y a de la nouveauté. Ça roule. C'est le fun. Puis à un moment donné, on pogne 5 années, 6 années un peu plus down, où on voit moins. Et récemment, on a sorti, tu sais, Provision, ça a fait mal en tabarouette au quartier Montcalm. C'est ça, je me demandais, toi, t'es bien placé de me le dire. Tu sais, nous autres, on se dit, bon, ben là, on aime les encourager. On voit que je pense qu'en décembre, ça a super bien été, super, tout ça. Puis moi, là, je pense évidemment, qu'ils sont contents. Bon. Et puis mettons que le redépart est quand même, mais c'est vrai que ça a fermé, quoi, 2 ans, comme faut? 3? Au moins 2 ans. Peut-être 2-3 ans. Ouais. Puis c'est comme si c'était le poumon de la place. C'est le poumon de la place. Il est pas comme. Il est comme situé au centre, en plus, tu sais, dans le fond. Ils sont là depuis toujours. Ah oui, quand t'es là depuis des années 50, t'as peu, là. Tu sais, puis si les gens avaient arraché la pancarte Provision puis qu'ils avaient fait un building, je sais pas quoi, n'importe quoi, là, à un moment donné, on serait peut-être venu à passer à autre chose. Mais le logo Provision, il a été 2 ans là, pas éclairé. Non. Puis il y avait toujours une mère assise en avant qui disait, peut-être que ça va rouvrir, peut-être que non, peut-être que si. Puis l'espoir que ça ouvre, l'affiche étant là. Mais là, ils sont réouverts, fait que ça, c'est la bonne nouvelle. OK. Puis moi, j'y crois, j'essaie de les encourager, ils sont super fins, mais c'est une bonne chose. Papa Sandwich qui est arrivé cette année, que s'il y a du monde, puis une jeune clientèle, ça, c'est le fun. Oui, ça fait du renouvellement, c'est sûr. Exactement. Ça, c'est important d'avoir. Ce qui est drôle, c'est que c'est collé sur Morena. Puis Morena, c'est pas, on comprend que c'est pas IGA, là. Tu sais, c'est pas ça qu'ils veulent non plus. Non. Mais c'est autre chose, c'est une clientèle plus âgée aussi. Oui. Puis c'est un à côté de l'autre, parce que ils sont juste un à côté de l'autre, mais les gens, ils viennent manger sur le banc en avant du Bistrot B. Mais c'est correct parce que s'ils viennent manger sur le banc en avant, ils vont voir Bistrot B. Ouais. Bon, moi, je suis pas méchant dans la vie, fait que je vais leur parler, je vais leur demander. Mangez votre sandwich. Des fois, je leur dis, tu sais, laissez pas traîner vos affaires. Ils s'assoient même sur ma terrasse, hein. Ah oui? Puis, ben oui. Écoute, moi, j'ai pas de clients le mercredi, le dimanche, lundi, mardi, midi. Asseyez-vous là, pas de problème, mais ramassez vos cochonneries, tu sais. Puis un jour, sais-tu quoi? Ils vont être tannés d'aller manger des sandwichs. Ils vont peut-être vouloir s'asseoir à un comptoir puis prendre un petit verre pendant qu'ils mangent, hein. Pas assis dans le char. Hein. Quand je reviens quand t'étais à tes débuts, puis t'as dit je savais ce que je voulais pas, puis bon. Est-ce que quand t'as lancé Bistrot B, t'as essayé de faire quelque chose qui correspondait à ce que tu savais vraiment, ce que tu voulais vraiment? À 100%. OK. Quand on a ouvert le Bistrot B, là, c'était moi, là. C'était François dans la cuisine. OK. Avec des gens assis en face de moi. Je me rappelle il me semble qu'il y avait peu de choix, là. C'était pas c'était une ardoise à l'époque. C'était pas la carte du Normandin, je veux dire. C'était pas 16 pages, là. Non, je pense qu'on avait 5 entrées, 6 plats, 2 desserts. On l'écrivait sur une ardoise au-dessus du comptoir de la cuisine. Ça a duré assez longtemps, ça. Jusqu'en 2017, si je me rappelle. Bon. L'ardoise. Mais l'ardoise est encore là. Les prochains qui vont rénover, qui vont enlever la céramique du mur, vont voir le dernier menu, on l'a laissé là. Je trouvais ça le fun. Ben oui, c'est drôle. Là. Mais oui, l'ardoise a été là longtemps. Puis à un moment donné, la restauration étant ce qu'elle est, c'est qu'il y a plusieurs copies qui sont arrivées, bonnes ou mauvaises. Il y en a qui font de bonne job, puis il y en a qui sont là, je sais pas pourquoi. Puis là, tout le monde s'est mis à faire la cuisine bistrot avec une cuisine ouverte, puis des ardoises. J'ai eu l'impression que ça se passait plus dans les Moilous. Moi, j'ai-tu rêvé ça? Ce dont tu parles là? Saint-Joseph, les Moilous, 3e Avenue. Oui, mais il y en a maintenant à Sainte-Foy, il y en a à Lévis, il y en a... OK, c'est moi, je connais pas toutes. Là. C'est ça. Je pense que c'est devenu un trend un peu essoufflé. Là. Moi, ce que j'aime dire, là, c'est que quand j'ai ouvert, on était à peu près les seuls. Moi, j'ai rien inventé. Là. J'ai juste pris des trucs, des bonnes idées, qui se mettaient ensemble, puis ça a fait une bonne soupe, puis bien assaisonné, on fait du succès. Mais maintenant, tu donnes un coup de pied sur une poubelle, puis des Bistrot B, il en sort 25. Ouais. Plus ou moins, il y en a qui c'est plus cuisine, d'autres c'est plus ambiance, mais fait que c'est la raison pour laquelle, en avril dernier, on a décidé de fermer puis faire des travaux majeurs, puis une refonte majeure. Essentiellement, qu'est-ce que tu cherchais à faire avec ça? Outre le fait de faire du nouveau, il devait avoir un objectif principal. L'objectif, c'est qu'on partage tous la même pointe de tarte. On a une tarte, puis on a une petite partie. Ouais. Puis là, on a été rendu trop dans le segment. C'était invivable, là. On perdait de l'argent. Tout le monde perd de l'argent. OK. Fait qu'à un moment donné, moi, je suis entrepreneur. Je suis restaurateur, mais je suis aussi entrepreneur. Fait qu'à la fin de l'année, il faut qu'il en reste un petit peu. T'es pas obligé. On se rendra jamais riche dans la restauration, là. Ah non, tu penses ça? On oublie ça. Je pense pas. Je suis sûr, à part peut-être des chaînes, des gros groupes d'affaires. Ça se peut, mais
Ceux qui font ça pour le trip, là, même si c'est des restaurants à 12 places, tout ça, c'est bien beau, là, mais tu fais pas... Ils t'achètent des jobs. Oui, c'est ça. Si t'es pas là, tu fais quoi? Tu fermes ton restaurant, mais quand tu fermes ton restaurant, t'as pas de revenus. Quand t'as pas de revenus... Non, je comprends ce que tu veux dire. Si t'es 2-3 chums, pis il y en a un 2 en arrière de la cuisine, l'autre qui sert, tu dis, regarde, c'est facile, bing bang. Mais il y a rien de facile, de toute façon. Non, mais c'est un beau trip, là. C'est le fun, là. Pis ça en prend du monde de même, là. Mais... Pis sais-tu à quoi ça me fait penser? J'ai un flash. Quand il y a eu la mode des bed and breakfast, j'ai 2 amis qui avaient dit, question là, Rivière-à-Pierre, on s'ouvre ça, vers la pêche le jour, le soir, on s'ouvre du monde, mais là, ils se sont rendus compte, c'est 7 jours, faut laver les draps, faire la vaisselle. Probablement des retraités de l'enseignement, là. Exactement. Puis ça prend, faut faire des confitures, mais le monde s'attend ça. Là, finalement, c'est 7 jours par semaine pour gagner 33 piastres au bout de la semaine. Exactement. Mais je ris pas de la restauration, mais je dis quand il y a des modes, de même, tout le monde se garoche, puis finalement, c'est pas simple, là. Non. Tu sais, en entrée de jeu, tantôt, quand les micros étaient fermés, on parlait des professionnels. La restauration, là, ça faut être un professionnel aussi. La radio, faut être un professionnel. Un avocat, là, il y a un ordre. Un comptable, il y a un ordre. Nous autres, on n'a pas d'ordre, malheureusement, qui nous légifère. De toute façon, ça ferait pas de sens. Mais ça prend un minimum. La façon avec laquelle votre système fonctionne, les restaurants, c'est de respecter des règles sanitaires et tout, mais finalement, à peu près n'importe qui peut partir ça. Ben oui, t'as juste à t'inscrire un cours en MAPAC, ça dure une fin de semaine, puis t'es accrédité pour ouvrir un restaurant. C'est pas, puis en même temps, ça explique peut-être pourquoi il y a tant de fermetures. Il y a les prix pis tout, mais il y a de tout. Est-ce que t'es prêt à dire que ça contribue? Ça coûte cher. Que mon chum Robert me sorte des chiffres, là. Mais tu sais quoi, des personnes qui sont pas dans la restauration, qui sont pas des professionnels de la restauration, soit qui sont investisseurs, qui ont des rêves. Moi, je pense que c'est 50% des fermetures. OK. Ouais. Ils ont ils connaissent moins ça, mal évalué, puis là, ils se rendent compte que... Puis si, d'après moi, je sais pas, mais ma perception, parce qu'on y va au restaurant, si tu calcules pas tes affaires sur 12 mois, tu peux être dans le trouble assez vite en hiver. Quand en janvier, ça tombe, là, faut que tu l'aies prévu. Faut, comme Sport Expert, là, en ce moment, là, ils achètent pas leur linge d'été, là. Ils achètent leur linge de l'hiver prochain, là. Tu prévois. Nous autres, faut prévoir aussi comme ça. Faut prévoir qu'il y a des périodes plus calmes, qu'il y a des périodes plus achalandées. Nous autres, on a le festival d'été, après ça, le carnaval, ça. Faut tout prévoir ça. Est-ce que tu mesures qu'est-ce qui fait que quelqu'un va aller à ton restaurant aujourd'hui comme il y a 1 an ou dans 1 an? C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent chercher d'abord l'expérience? Est-ce que ta clientèle est moins quiqueuse sur les prix ou malgré tout, ou en parle moins? Je ne sais pas. Parce c'est un sujet exponentiel qui n'arrête pas. Je regarde avec mes amis. Moi, j'ai 65 ans. J'ai des amis de 55, 45, 70, tout ça. Puis on parle d'épicerie et de restaurant tout le temps. Les prix pis la patente. Fait que je me suis dit... L'inflation. Ouais. J'ai une très, très belle clientèle. Je me sens privilégié de les avoir. Il y en a qui sont là depuis un bout, donc qui te suivent. Oui, depuis... Ça, c'est important, la fidélité, là. Absolument. Puis ils me suivent aussi parce que je regarde pas passer le train, j'essaye d'être en avant de la parade, là. Okay. Donc les rénovations que j'ai faites, tout ça, mais on a fait, nous autres, moi, mon chef et moi, puis on a fait des erreurs dans le passé qui nous ont coûté. À ce moment-là, on pensait que c'était des bonnes choses à faire. Mais à un moment donné, là, tu sais... Quoi, mettons, tu peux m'en donner une erreur que mettons. Le pricing. OK. On fait pas de marge là au restaurant, là, au Bistrot B, là, tu sais, cette année je fais pas d'argent, Gilles. Je perds. T'es pas venu ici pour te plaindre, je te connais. Non, mais je fais pas ça. Mais je peux même te le dire, tu sais, on était à micro ouvert. Ouais. Tu sais, cette année, le Bistrot B va perdre 170 000 $. L'année 25. Ouais, exactement. OK. Fait que je l'accepte, c'est de ma faute. Mais Chris, on va travailler pour pas que ça arrive. Ça sera le fun de... Puis c'est pas 10 piastres, là. C'est 170 000, là. C'est la moitié de la valeur d'une maison, là, en une année de perdu. Ouais. Fait que ça, c'est pas l'argent que j'ai pas fait, c'est l'argent que je dois remettre dans l'entreprise pour la garder à flot. Mais, avec le recul, puis quand on analyse les chiffres, ben oui. C'est notre faute parce que avant les travaux, une des raisons pour lesquelles on fait nos travaux, c'est ça, c'est que à un moment donné, après la sortie de la pandémie, là, on a commencé à faire, mettons, du canard pour 2. Tu sais, des affaires, le fun que les autres faisaient un peu moins. Un poisson entier, mettons, à table. C'est trippant. C'est trippant pour le cuisinier. C'est trippant pour le client. Mais il fallait qu'il paye 80 pour son canard. Mais c'est pour 2. Fait que c'est 40. Ouais. Mais 80, tu fais le saut? Tu fais le saut, puis quand tu connais pas l'établissement, comme beaucoup connaissent pas le Bistrot B, ils vont regarder sur les internets,
puis ils vont voir le menu sur les internets avec le pricing. Puis ils vont dire, Chris, c'est des malades, c'est ben trop cher. Puis là, ben ça, si on avait juste le canard pour 2, ça serait une chose. Mais le même jour, on avait de la truffe puis du caviar qui est en entrée à 38. OK. Fait que là, il dit, là, si je prends le canard, puis je prends l'entrée à 38, puis toi, tu prends le foie gras, t'es rendu à 200, t'as rien bu, là. Un petit blanc, puis ça, ouais, ça va coûter 4. Bon, fait que c'est de notre faute. C'est 100% de notre faute. Ça a fait peur à une partie de la clientèle. Je pense. Ils me l'ont jamais dit. Non, je sais. Mais je suis pas dupe, je le sais. Fait que ça, c'est notre erreur. OK. Travailler des produits de luxe, ça coûte cher. Parce que je pense que le bistrot, c'est quand même, on est quand même niché dans les produits. Moi, j'ai jamais fait de compromis là-dessus, j'en ferai jamais. Mais, faut repenser, on a repensé avec la refonte au mois d'avril. Fait que là, tout le menu, moi, je me suis dit, Gilles, si toi, tu viens manger, t'es pas obligé de dépenser 200. Dans l'ancienne version, tu prends une entrée, un plat, 2 verres de vin, t'étais à 110 vite. À 2, c'est 200 facile. Bon. Mais maintenant, avec tu peux choisir d'entrée, tout est format entrée avec des prix entrée. Fait que tu viens t'es poigné dans le trafic, t'arrêtes à 5h30, tu dis, ben moi, avant de rentrer à la maison, parce que le pont est bloqué, je vais te prendre un petit verre de blanc, puis je vais m'en prendre, je sais pas, moi, des gougères, une petite entrée, une petite salade, là, ça va te coûter 20$, puis tu vas repartir, puis moi, je vais être content de t'avoir eu comme client. Je vais essayer de te gagner pour l'avenir. La prochaine fois, Puis peut-être que tu vas penser à moi plus tard. C'est ça maintenant, le bistrot. Puis ça on l'a échappé, ma faute, je le dis encore, c'est de ma faute, 100% de ma faute, je suis responsable, mais on a perdu l'essence du bistrot de quartier. Un bistrot de quartier, là, tu sais, les Français, ils ont leur café, tout le monde va au café. Bon, un bistrot de quartier, c'est ça. Les Galway, ils ont gardé ça. Tu le vois, c'est tous des locaux. Ça. Tout le temps les mêmes faces, puis on se salue tout le temps. Bon, fait que nous autres, on a perdu ça. C'est de ma faute, juste de ma faute, mais en refaisant le menu, je pense qu'on s'est recentré. Puis des feedbacks concepts, sont bons? Ben oui, parce que je suis obligé de te dire que ça marche bien. Ben, en fait, ce qui est le fun pour toi, c'est que vous êtes pas trompé. Tu dis, on a fait une erreur, on a levé la tête un peu, mais t'es capable de te remettre sur la traque parce que tu connais la business. Oui, ben 800 000 d'investissement aussi. Ouais. Ah, OK. Ça va vite, ça. 800 000, c'est pas rien non plus. Mais là. c'était pas une, comment dirais-je, c'était pas une lubie de ta part ou un désir fou. Tu savais que ça attirerait le monde ou ça travaillerait mieux parce que les rénaux, ça peut pas être juste cosmétique. Il faut que ça soit pratique, là. Première question que tu m'as demandé, de quoi je suis le plus fier. La deuxième, tu m'as dit, tu penses-tu à ta sortie? Mais quand j'ai fait mes travaux, c'est pour ma sortie que je les ai faites. Moi, je veux pas laisser un établissement qui sera pas en santé à du monde qui réussiront pas. Tu voudrais que ça perdure après. Chris, je vais mal dormir tout le reste de ma vie. Je comprends. Fait que j'ai pas fait ça pour ça. J'ai sorti puis tout ferme. Ben, ma blonde, elle me disait, François, mets la clé dans la porte, vends tout ce que t'as, puis il va faire d'autres choses. Quoi? Mais peu importe. Non, mais je sais. Mais souvent, tu poses la question quoi? Ouais, quoi, je sais pas encore. Probablement dans l'aviation. Mais je suis pas rendu là encore. Ouais. T'es pas trop vieux? Non, je suis pas trop vieux. Non. Non, l'aviation, c'est-à-dire tu voudrais piloter peut-être même des avions. J'ai aucune idée comment ça marche. Ouais. Ah, mais c'est vrai que, écoute bien, j'ai jasé avec des militaires qui font des carrières plus courtes. Des fois, ils font 25 ans. Mettons, ils commencent à 20. Ils sont rendus à 45-50. Puis là, ils prennent leur cours, puis ils s'en vont dans le Air civil. Transat, puis tant que tu veux. Moi, je veux pas voler pour Air Transat ou Air Canada, ou c'est des trop grosses compagnies, puis je pense pas qu'ils m'engageraient. Privé, peut-être? Mais je parler de brousse là, c'est un peu tôt pour parler de tout ça, parce que je suis pas rendu là. Mais tu voyages au lac Saint-Jean, mettons, pour des pêcheurs, ça pourrait faire. Ouais, des trucs comme ça, ou même je pourrais, tu sais, coordonner des opérations au sol, mettons. Dire, bon, l'avion a besoin de fuel, faut le laver. Si ça, y a-tu un pilote? D'un secteur, en fait, d'un environnement que t'aimes beaucoup, la nature. Dans le fond, t'aimerais ça, si c'est possible. Je comprends. Oui. Non, mais ce qui est pas pire, c'est que je peux me tromper, mais mettons des moments où t'as une mauvaise nouvelle, puis là, tous les sacs sortent dans notre... Parce que il arrive, peu importe un employé, n'importe quoi. T'as toujours l'objectif de dire, un moment donné, je vais sortir, un moment donné, puis là, je suis en train de me préparer. Donc, t'es préparé à ça. Moi, je pense que c'est une motivation. Ben, c'est une motivation, mais qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est 100% honnête avec toi. Moi, je pensais qu'en septembre 2026, dans quelques mois, c'était fini pour moi. Mais malheureusement, ça se passera pas en septembre 2026 parce que ma relève, parce que j'ai une relève que je suis en train de préparer, sont pas prêts.
tu peux pas leur faire le cadeau empoisonné de leur laisser ça. Je veux pas le faire. Non, c'est pas vrai. Je dormirai pas le reste de mes jours. Fait que c'est pas ça que je veux faire, Gilles. Je veux que ça perdure. Je leur donne en santé, avec des nouvelles bases. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Bistro B tel qu'il l'est actuellement. On a quand même un bib au Michelin. Ça a disparu. Parle-moi de ça. Oui. C'est important parce que quand je passe à rue Cartier puis je vois Michelin, la pancarte, moi, il me semble ça... Deux choses. Si tu connais pas ça du tout, tu dis, hey, qu'est-ce que ça coûte cher, c'est Michelin ou encore, t'as peu. Non, il y a un respect ici, là. Ouais. La chose à laquelle, que Michelin soit rendu à Québec, là, on va saluer, les efforts que la ville ont fait, puis d'autres restaurateurs ont fait, puis l'Office du tourisme, qui est plus l'Office du tourisme, mais... Ouais. Bon. Destination Québec Cité. Destination Québec Cité. On fait ça, c'est super. Maintenant, Michelin, ils sont là. Fait que c'est à nous de le garder puis d'en profiter. Est-ce que ça serait un rêve fou d'imaginer que t'as une étoile? Ça se peut-tu? Ou sinon, tu te dis, je vais pervertir ce que je veux faire. Parce que ça sont très... C'est pas un rêve fou parce qu'on pourrait travailler pour l'avoir. Il y a des barèmes, il y a des façons de faire. Mais je suis sorti de la restauration haut de gamme. Je veux pas retourner là-dedans. Ça serait peut-être les mauvaises raisons. Ça serait connaissant amoureux du monde puis de la nourriture. Mais nous on a un bib gourmand. Tu sais, le Michelin là, c'est facile. Il y a les étoiles. 3, 2, 1. Mm-hmm. Il y a le bib gourmand puis il y a les mentions. OK, puis il faut distinguer 3 étoiles. Explique-nous, les étoiles, on a compris, là. Il y en a peu. Puis quand c'est 3 étoiles, là, ça apporte ton hypothèque, là. Oui. Non, je niaise, mais c'est 400-500 piastres. Oui, c'est normal sûr. Parce que c'est la fin du monde. Bon. C'est sûr. Mais quand tu rentres dans les étoiles, si t'as une étoile, t'es le petit frère du 2 étoiles, puis t'es encore le petit frère, encore plus le petit frère du 3 étoiles. Fait que ton objectif quand t'es rentré dans les étoiles, c'est de travailler pour avoir la deuxième, puis de travailler pour avoir la troisième. Est-ce que tu vas y arriver ou pas? C'est pas grave. Mais ton objectif, ton mindset est pour ça. Puis sais-tu quoi? D'après moi, ça t'amène à être performant le plus souvent possible. Ben oui, il y a du stress qui vient avec, etc. Mais tout le monde en a du stress, mais il y a la précision, après ça, il y a le décorum, après ça, il y a les investissements. Faut que tu te mettes à jour. Exactement. Okay. Après ça, il y a, je vais tasser le bib qu'on est. Je vais aller dans les mentions. Mentions, ça c'est l'entrée de gamme, l'entrée. Non, c'est ça que le monde. Ok. Je pensais que c'était... Si t'as une mention, c'est que t'es digne de faire partie du guide, mais que t'as pas de place à l'intérieur, soit des 3 étoiles ou du bib gourmand. Ok. Toqué à Montréal, c'est un bon exemple. On l'a entendu beaucoup quand c'est sorti. A pas eu d'étoile, a pas eu de mention, a pas eu de bib. On a eu une mention. Bib, c'est quoi? BIB? C'est quoi? Bibendum, le bonhomme Michelin. OK, ah ouais. Non, c'est ça. Donc, il était nul. Il est bon, toqué, mais il était pas tout à fait à la hauteur de l'étoile. Puis le bib qu'on vient, c'est les meilleurs rapports qualité-prix. OK. Fait qu'il était pas là non plus. C'est de la restauration haut de gamme. Fait que là, c'est comme moi, je suis convaincu qu'il va y avoir une étoile à la prochaine sélection. Je pense qu'il travaille à tous les jours pour ça. Ça y a fait mal. Mais là, c'est comme un petit coup d'un jarret pour te dire, hey, avance. Parce que lui, il y a un restaurant qui est réputé être assez haut de gamme, donc ça pourrait le servir bien là, pour le tourisme. Je pense que oui. Ben oui. Puis c'est atteignant pour lui. Exactement. C'est atteignant pour lui. Ouais. Toi, tu étais surpris d'avoir le bib? J'étais très surpris. Moi, quand c'est sorti les Michelin, moi, Tu l'as appris comment? Moi, je suis ma mère, là. Je savais, en tout cas, je me doutais qu'on allait avoir au moins une mention. OK. Parce que le guide Michelin nous a écrit. Je sais pas s'ils ont écrit à tout le monde. Je parle pas à tout le monde. Non, c'est toi, là. Moi, je pense que ils m'ont écrit pour m'ont demandé de leur envoyer des photos puis de valider si les informations qui avaient étaient toujours accurate, à jour. OK. Ça disait, il va se passer de quoi? Ça, c'est en décembre 2024. 24. OK. Le guide est arrivé, je pense... À l'été, la fin de l'été, c'est ça? Au début de l'été? Avril, mai, OK. Mais, à peu près. Puis quand c'est arrivé, moi, je savais la journée de la sortie. Je le savais. Mais moi, je m'attendais à rien. Fait que c'est sorti sur l'heure du midi. Je travaillais. Puis c'est un de mes clients qui m'a dit, François, Chris, vous avez un bib gourmand. Là, je dis, mais tu me niaises. Hein. T'as-tu ouvert un petit tout, zéro. Tu continues à travailler. J'étais fier. Ben ouais. Mais
là, je veux pas dire que je suis déçu parce que je suis très, 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 très heureux parce qu'il faut se rappeler que un mois avant, j'ai mis deux fois la valeur de ma maison en investissement puis que j'ai perdu 170 000 dans l'année. Ça fait une bonne année, là. Fait que, tu sais, c'est correct, là. Fait que ça prend une fois de temps en temps une claque dans le dos, c'est cool. Mais, moi, je m'attendais à avoir une mention puis après ça, pogner mon équipe puis leur dire, OK, c'est le fun, on a une mention. Mais à ce temps, faut monter. On peut pas descendre. Puis on peut pas stagner. Fait qu'il faut monter dans l'échiquier. Puis l'objectif pour nous autres, je pense qu'un bistrot comme le Bistrot B doit avoir un bib gourmand. Okay. C'est la meilleure catégorie pour l'instant, nous c'est la meilleure place pour vous autres. Meilleur rapport qualité-prix. Tu vas être placé où? Toutes les bibs gourmands, c'est des restaurants qui se respectent dans leur style parce qu'on a des Asiatiques, on a toutes sortes de bibs gourmands, mais qui sont toujours dans des prix d'appel convenable, on va dire ça. Oui, convenable. Mais si tu veux te la péter, moi j'ai des bouteilles à 2000 si tu veux là. Pas de problème. Mais c'est pas pour tout le monde. On n'en vend pas souvent. Ben non. Non. Fait que le bib est là pour ça. Est-ce que quand Michelin annonce que t'as le bib gourmand, est-ce qu'il qualifie ton restaurant, les qualités, les forces, ou c'est juste, vous avez le bib, merci, bonsoir. Vous avez respecté nos règles à nous, mais on vous dit pas pourquoi. Non, il y a une petite... Des fois, c'est le fun, ça, t'apprends de ça. Sur le site web du guide Michelin, on a une petite fiche qui décrit un peu ce qu'on est. Ce que vous êtes, okay. Pour un touriste qui regarderait ça, puis qui dirait, ça peut, je m'en vais à Québec au printemps, moi y aller. Exactement. Genre. Puis il y a des touristes, Gilles, bon, il y a des touristes fortunés qui vont aller manger dans les macarons Michelin, mais tu sais, avoir une place dans un 3 étoiles Michelin, falloir que tu prévois ton voyage 6 mois d'avance. OK, là, on va faire des potins. Au départ, je te dis, nomme-moi personne parce que ça serait agréable, mais ça sera pas nécessaire. Mais est-ce que tu sais que dans la grande région de Québec, qui est très forte en restauration et en tourisme, on est d'accord? Mon beau-père qui était que tu connais bien, au parc des Champs de Bataille, maire de Capreau, je lui disais, si on arrive le tourisme à Québec, on ferme la ville, là. OK, oui. Ben oui. À peu près. Il faut comprendre le nombre d'autobus qui viennent ces plaines. Oui. Là-bas, on oublie ça. On est bien content, mais... La semaine passée, j'ai entendu dans des médias parler qu'il y avait des gens du secteur touristique de la ville qui se plaignent qu'il y a trop d'activités. Mais il faudrait pas qu'ils me disent ça d'en face. Non, on va arrêter moi ça. Bon. Donc, est-ce que tu as entendu quand Michelin est arrivé qu'il y a quelques collègues qui étaient frustrés de pas avoir été... oui. OK. Entre vous autres, là, parce que vous êtes des équipes, mais en même temps, vous êtes en compétition, vous êtes dans un marché. Oui. Fait que t'as entendu dire qu'il y a des gens qui s'attendaient à. Oui. Alors que toi, tes attentes étaient quand même pas si élevées, là? Non. OK, donc, t'arrêtes... moi, ils sont venus en plus dans l'ancienne version du bistrot, là. Ah ouais, avant. Faut se rappeler de ça. Mais c'est quand même pas une cambuse, là. Non, mais je veux dire, tu l'as vu, l'ancienne version, la nouvelle version, ça a changé en tabarouette. Oui. C'est-tu plus facile dans la nouvelle version de servir le monde avec un grand comptoir? Tout est plus proche, tout est plus convivial. Ouais. Mais en faisant le changement de... Tu déplaces ça quand tu fais ça? Oui, j'ai perdu 30 places. Ouais. 30 places? Ouais. J'aurais dû une dizaine, moi. Il me reste... J'ai 67 places actuellement, puis j'étais à 90-100 avant. OK. Ouais. Mais le restaurant était plus plein tout le temps. Je comprends. Fait que... puis moi, je voulais préparer la relève, m'assurer, puis je voulais donner... Tu sais, là, quand tu peintures ta maison, là, tu dis, bon, la peinture verte, c'est murs, c'est beau. Finalement, c'est pas tout à fait ce vert-là que tu aurais choisi. Fait que dans 5 ans, quand on va repeinturer, on la changera, puis ça va être comme je veux. Mais finalement, dans 5 ans, c'est pas comme tu veux encore, puis... Fait que là, ça fait 15 ans. Fait que là, il y a des trucs que là, je me suis dit, ça marche pas, on change ça, on fait ça, pour le mieux de tout le monde. Est-ce que, la question, tu vois, je vais faire un lien après d'une personne que tu connais, vous connaissez tous les gens, mais j'allais dire, est-ce que le public comprend vraiment la réalité des restaurateurs? Tu sais que j'ai déjà fait une entrevue il y a à peu près 2 ans avec Sébastien Dumézeray quand il a fermé son restaurant, ça a surpris tout le monde. Ouais. Puis, un peu comme toi, c'était à cœur ouvert, puis il avait dit, puis il m'avait surpris sur certaines affaires. Tu sais, il dit, quand tu prends une bière chez nous, là, je la paye pas même prix que toi, là. Nous autres, tout le monde te dit, une caisse de bière, ça coûte 30$, puis on en a 24. Comment ça se fait qu'ils nous vendent ça 9$? Ben, t'as un peu. Ouais. Tu sais, fait que, ça, c'est un exemple d'une chose que moi, je savais pas. Regarde bien, un verre d'eau, ça coûte combien? Combien je te charge pour un verre d'eau? Pas mal zéro. Pas mal zéro. Mais tu laves ton verre? Je lave mon verre, je mets du citron blanc, j'ai une machine à glace qui prend de l'électricité, puis je paye un employé qui te l'amène, puis qui l'amène à la plonge après.
puis après ça, qu'il va le laver, puis après ça, il va l'essuyer. Est-ce que c'est ça, à ton avis, qui explique que surtout quand tu as un pain de qualité, les gens maintenant vont charger pour un pain? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Je suis tellement content que tu t'en ailles là. Non, mais c'est parce que je me dis, tu parles de l'eau, entre les affaires qu'on avait gratis, il y avait le pain aussi. Ouais, exact. Ben, on l'avait pas vraiment gratuit. Ça a toujours été compris dans un forfait. Exactement. Okay, je comprends. Puis, est venu un moment donné où, écoute, moi, je peux te raconter mon histoire. J'étais le premier à Québec à charger le pain. Le premier raconte-moi ça. À être dans les médias, à me faire clencher parce que, c'était pas drôle de charger 2 piastres. Pour avoir du pain à volonté, là. Mais c'est un ticket modérateur, comme il devrait faire à l'hôpital. Parce que tu devais encrisser au vidange trop. Te connaissant, là? Pas tant que ça. Ben, parce que tu leur passes pas, là. On leur passe pas. Dedans. Puis le pain, c'est une chose. Le beurre qui vient avec, t'as acheté des livres de beurre récemment? OK, bon. Fait que c'est ça. Mais. Donc, qu'est-ce qui t'amène? Un soir, moi, je travaille un mercredi soir au restaurant, je suis en cuisine. OK? Il y a 3 madames qui rentrent. J'ai rien contre les madames, là. Il y a 3 madames qui rentrent, ils s'assoient sur la table qui est sur quartier parce qu'ils ont demandé une table sur le bord de la fenêtre. Oui. Avec directement là, ils prennent 3 soupes. Mais un mercredi soir, que 3 dames viennent s'asseoir, prennent 3 soupes, puis un verre de vin, sais-tu quoi? Je suis 100% à l'aise avec ça. Le restaurant, il est pas complet. Je perds pas de clients. Puis, je me dis, si la soupe est bonne, ils vont revenir vendredi avec leur mari ou avec leur blonde. Ils vont peut-être manger. Bon, exactement. Pas complet. OK? Mais là, ils prennent du pain avec la soupe. Du pain avec la soupe. Mais du pain. Mais du pain avec la soupe. Là, à un moment donné, moi, tu sais, quand je suis en cuisine, les madames sont sur le bord de la fenêtre, à 75 pieds de moi, puis que je me rends compte que le serveur, ça fait 5 fois qu'il va porter des corbeilles de pain. Fait que là, moi, je pose des questions au serveur. Je dis, là, ils vont-tu manger d'autre chose qu'une soupe? Je lui dis, je sais pas. Mais là, je fais combien de fois tu vas porter du pain? Mais là, c'est la 5e fois. Fait que là, je dis, bon. Là, il faut réagir, là. Fait que là, moi, les madames, moi, je leur ai jamais rien dit. Ils sont partis, puis je suis très content. T'as réagi pour la suite, pour les prochains. Mais après ça, le soir, on s'est assis, puis là, on dit, là, faut faire quelque chose. Puis là, ils me disent, ils me disent, ouais, mais c'est pas les seuls. Il y en a beaucoup, là, qui font ça, là. Qui se bourrent de pain, puis qu'ils prennent une entrée, puis ils s'en vont, puis OK, ben là, je dis, on va mettre un ticket modérateur. Mais Gilles, je me suis fait lyncher. Là. Par les clients aussi? Par des clients sur... La radio? Oui, sur les différentes plateformes que les critiques gastronomiques de ce monde qui nous ont clenché pour ça, là, assurément. Mais à cette heure, c'est quoi? C'est la norme. Il y en a de plus en plus, oui. Moi, c'est ça que j'aime faire. J'aime être en avant de la parade. Dans le fond, toi, tu dis, regarde, si vous voulez accompagner, tu prends des fromages après, on va t'en donner des croutons, il n'y a pas de problème. Ça fait partie de la patente. Oui. Mais là, quand tu viens te bourrer pour pas payer, dans le fond, c'est ça que tu peux pas manger d'autres choses. Exactement. Voyons, c'est si tu prends 5 corbeilles de pain, là. Puis, mais c'est quoi? Moi, je te mettais, ça coûtait 1,50, je pense, quand j'ai commencé. Mais si t'en voulais 5 des corbeilles de pain, je t'en amenais 5, je te chargeais pas plus, là. Puis c'était 1,50 pour la table. Fait que si t'es 4 à table, là, c'est 37,5 cents. Quand tu l'as mis, t'as dit, on reculera pas demain, là. On y va, c'est ça. On y va. Puis là, j'ai des restaurateurs qui m'appellent. Puis comment ça se passe? Et je leur dis la vérité. Moi, je dis, ça passe, mais attends-toi de faire partie sur Google des clients. Mais je savais que ça allait devenir la norme. C'est un non-sens que ça le devienne pas. Parce que ça coûte quelque chose, hein, tu sais, nous autres, c'est pas un biscuit soda, là, quand on était jeune, dans un petit sac, ça aussi, tu vas me dire ça coûte de quoi, là, mais, tu comprends? Mais Gilles, c'est parce que si je l'inclus dans le prix de mon filet mignon, OK, moi, je dis, je fais le calcul, puis là, je dis, OK, parfait, je vais rajouter 5 piastres pour le pain, 2 piastres pour le pain, OK? Toi, t'en manges pas de pain, là. Tu le payes pareil. C'est vrai. Alors, l'étiquette modérateur est intéressant. Si tu manges pas de pain, tu paieras pas pour. Exactement. Là, t'es rendu à quoi? Tu montes un peu? Ouais. Maintenant, on fait des miches entières de pain. Chaudes, le genre, là? Chaudes. Ça, c'est le fun. Avec un ou deux variétés de beurre différentes. Puis, on te donne... La miche est quand même... Ça peut quasiment être une entrée à gang, là. Quasiment. Ah, c'est un bon morceau de pain, là. Non, mais tu prends un vin blanc, tu peux picosser là-dedans. Ben oui. Mais sais-tu quoi? Je me suis fait faire des petits sacs. Puis si tu ne manges pas tout, ton pain va te donner un petit sac par avec. Tu vas l'avoir demain matin de tes toasts. Puis il est bon, le pain, là. On a travaillé pendant je sais pas combien de temps. Non, mais François, faut que tu fasses ça, faut que ça soit une valeur ajoutée, là. C'est ça. Mais tu payes pour, mais tu pars avec. Comme ta bouteille de vin aujourd'hui, là. Ça marche-tu, ça, le monde porte avec leur vin? C'est rare. Ben, moi, je le fais pas. Je le finis.
Ouais, c'est ça. Et ceux qui le finissent pas, on le dit, on met un bouchon dessus, tu repars avec, ils sont tous surpris. Voyons, demain, tu prendras le verre qui te reste, ça m'appartient pas, ça t'appartient, t'es payé avec. On va parler comment ça marche le métier de restaurateur. On est là-dedans, là, mais mettons, qu'est-ce qui fait que tu dis, mettons, avec ta gang, tes chefs, les employés, mettons, qui sont plus dans l'orientation, la direction, comment, peu importe. Tu dis à un moment donné, on fait un petit meeting. Est-ce qu'il y a des meetings réguliers pour savoir est-ce qu'on est pas assez cher, trop, tu sais, les prix, est-ce que, où tu dis, moi, c'est 2 fois par année, on s'assoit, on fait un lac à l'épaule, puis on monte pas, on change les menus. Comment ça marche? C'est-tu en constant changement ou le prix du marché? On se parle sur le coin du comptoir à tous les jours. Je comprends. Mais à tous les mercredis, je m'assois avec mon chef, mon gérant, puis je leur expose, moi maintenant, j'appelle ça mes inquiétudes. OK. Questionnement. Exactement. J'ai des inquiétudes par rapport à tel produit, par rapport à tel... Là, t'es laisse te parler, les autres. Exactement. Puis, leur job maintenant, parce que je prépare ma relève, ça va être de me rassurer. J'ai des inquiétudes aussi parce que j'ai sorti 170 000 de mes REER pour renflouer le compte du restaurant. Là. Fait que... Ça serait le fun que ça serve. Exactement. Puis, la limite, la capacité de payer des clients est quand même limitée. Fait que là, on peut plus juste travailler sur le pricing. On l'a fait cette erreur-là avant, on la refera pas 2 fois. Je suis pas brillant, mais j'apprends vite. La réduflation, je sais pas quoi, là. Ben, nous autres, c'est ça qu'on a fait, Gilles. C'est toutes des entrées maintenant. C'est ça. Mais t'as le choix. Non, tu peux en prendre juste une. Le menu, si tu veux. Oh, oui, je comprends. On va te sortir en roulant, t'auras plus faim, c'est sûr, là. Est-ce que c'est une tendance, je sais que tu voyages un petit peu en Europe, y a-tu de ces genres de places-là? Je pense, oui, les gens font plus attention partout, mais la restauration en Europe, c'est culturel. Aller manger au restaurant en Europe, c'est culturel. Il y a plusieurs raisons, c'est que toi, tu voyages beaucoup aussi. Tu sais, tu te loues une maison ou un appartement centre-ville de Paris, là. Si tu veux inviter 4 de tes chums à souper, là, ça marche pas. Ouais, il y a pas de place. Non. Mais ce que les gens font, c'est qu'ils s'invitent à souper au restaurant. Là, j'ai une question en tête parce que tu viens de mourir sur Paris, puis tu sais, je suis allé une couple de fois, comme les gens rient de moi là-dessus. Je pense que c'est Paris, oui. Mais est-ce que je me trompe? Mais comment ça s'appelle? C'est les bouillons à Paris? Les bouillons? Bon, OK. Hey, c'est drôle que tu parles de ça. Non, mais c'est parce que je veux te parler de ça, parce que j'ai dit à ma blonde, je sais pas comment ils font. Je sais qu'il y a des files épouvantables. Moi, je suis allé à un moment où il n'y avait pas une file. Puis c'est des beaux vieux restaurants, souvent. Pas tous, mais là où je suis allé, les classiques. Puis je me disais, peut-être que ça existe, pour ça je suis content de t'en parler. J'ai dit, pourquoi il n'y a pas des restaurants de même où t'arrives à quelque part des menus genre, j'exagère, au Québec, ça pourrait être des fondue bourguignonne, un morceau de grosse saucisse avec des patates pilées, c'est pas mal plus ça. Puis bon, des repas qu'on appellerait, tu sais, le bouillon, là. À la base, là. Ben, pour expliquer aux gens, ceux qui connaissent pas ça, c'était au départ des endroits pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Au départ, pour les travailleurs. Il y a 100 ans, c'est ça. Il y a 100 ans, 125 ans, c'était pour les travailleurs. Donc, t'arrivais, repas déjà préparés, souvent faisandés, qui ont été cuits au four. Donc, c'est très goûteux. Une portion généreuse, efficace, rapide, parce que t'as pas 4 heures pour manger. Avec des légumes racines, des choses qui étaient... Bouillon racine, c'en est un, là. C'est un des classiques à Paris. Mais cette idée-là, mais au Québec, on a quand même ces repas-là, tu sais, pâté chinois, je les connais pas. Ça marchera-tu ou pas? C'est archi touristique, à ton avis? Il me regarde avec un sourire comme s'il y avait un projet sur la table. Non, mais... Ben, écoute... Trouves-tu que c'est une idée qui est géniale? Ça en prend pas 10. Non. Mais avoir un bouillon, puis je vais te faire une référence. Le bouillon... Appelle-le le bouillon Champlain. Le bouillon, okay, bouillon Champlain, il dirait quoi? Moi, on s'amuse, là. Tu sais, tu te rappelles-tu à l'époque où t'avais une entreprise de bar sur le boulevard Laurier? Oui. Qui était juste à côté d'un fameux restaurant, le Troc, oui. Okay, oui. Qui était un peu... Le Troc, ouais, c'était ça. Tu sais, c'était les clubs sandwich généreux, c'était animé, c'était pas trop cher, mais ça c'était marchait. Des portions de fou, là. Oui, grosses. Ça marchait en temps. Oui, c'est pas c'était un peu l'ancêtre. Le bouillon, c'était un peu ça, si on veut. C'est parce que Paris, si ça a 100 ans, 125 ans, ils ont gardé quelque chose, des plats réconfortants, qui ont été, comme je dis, qui ont été cuits souvent au four longtemps, puis qui sont goûteux. Mais les gens arrivent là, puis c'est assez simple. Mais pas juste ça. Un verre de vin rouge, un verre de vin blanc, pas 14 choix, pas 25 choix, pas 50 choix. Mais ils doivent en vendre, ils doivent une acheter bière, puis ça roule, puis le serveur il arrive, puis il écrit la facture sur son menu. Tu sais, il y a un menu en papier,
Il y a même pas un menu, je comprends. Un apron en papier. Puis là, t'as pris quoi? La saucisse 10, un verre de vin 6, machin. Mais tu sors de là, c'est 22, 23 euros. Ça, 22 euros. Mais taxes et pourboire inclus. Oui. Ben ça marcherait. Ça marcherait. Pense-y, bouchon, le bouillon Champlain. Si mon ami va écouter ce Bob podcast. nous écoute, il va se tourner, là. Écoute. Non. Mettons si j'avais un dernier coup à donner. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Parce que, comme tu dis, mais moi, je serais pas l'investisseur principal, je vais être le créateur. Non, je comprends. Parce que, tu sais, faut comprendre que ce genre d'affaires, ça en prend juste un, puis touristiquement, ça serait un genre de labuche, mais avec la cuisine québécoise. Imagine-le, mettons, où était le Serge Brouillard à l'époque, le Bob qui est là. En bas, là? Dans la pointe, là? Ouais. Parce que, pour que les gens comprennent, tu viens de le résumer tellement bien. Tu rentres là, il y a quelques entrées. N'as-tu dit? Oui, il y a des entrées, mais c'est toujours... Ouais, puis non, c'est les œufs. Comment t'appelles ça? Les œufs avec la mayonnaise. Les œufs mayonnaise, oui. C'est ça. Des affaires simples. Puis imagine-toi les producteurs de vin, ceux qui vendent au bouillon, ils doivent en vendre pareil. Même si un rouge, un blanc, puis peut-être un rosé l'été, les fesses serrées, puis la même compagnie. Exact. Les autres vont prendre quelque chose d'une certaine qualité, mais avec le volume, ils sont corrects. Prix abordable. Puis pour les saveurs, donc tu fais du volume, là. Oui, il y a toujours du volume. Les bouillons, là, souvent, c'est 2 étages, c'est plein tout le temps. Ça commence à 6h30 le matin. Pour les travailleurs. Puis ça finit à 11h30, minuit le soir. Ça doit être une machine à faire de l'argent, par exemple. C'est fou. Parce que t'as du volume. Puis Québec est la place où il pourrait en avoir avant Montréal même, à cause de l'affluence touristique. Je pense. La charge historique de Québec. Ouais. On est en train de donner des idées, on va peut-être avoir des appels. On n'a pas besoin d'idées. Vous m'appellerez si vous voulez. Mais c'est quoi? Je dois t'avouer, vu qu'on est là-dessus, puis c'est un podcast, on peut se permettre d'être intéressant. non. C'est comme c'est parce que j'ai compris les bouillons en y allant, parce que je savais, j'ai lu, puis tu sais, je suis très, très, très amoureux de Paris, mais j'ai pas compris l'entrecôte. Tu sais, la place d'entrecôte où t'as une seule entrecôte avec une sauce puis des patates, puis il y a des files, là, 40, 50 personnes. Ça, j'ai pas compris. Zéro. À Paris, t'as déjà vu le relais de l'entrecôte? Ouais, qui est à côté du... Ben, je vais nommer, mais tu sais, ce qui aurait dû être le Café du Monde, ou ce qui était à l'époque un peu, là. En bas de la côte de la montagne, ça, sur le coin, exact, là. C'était une belle place, ça? Ouais. Il a perdu un peu son âme en allant là-bas. Je pense pas qu'il a perdu au niveau de ses revenus. Non. Mais c'était pas mauvais, là. Non. C'est juste qu'il y avait quelque chose. Piano, il y avait l'Entrecôte Saint-Jean, il y avait les Frères de la Côte. Oui, c'est vrai. Tu sais, qui étaient là, puis c'était un peu ça. T'allais chez un pour l'entrecôte moutarde, chez l'autre pour l'entrecôte au poivre. Mais un menu plus large, quand même. En tout cas, moi, parce que c'était bistrot aussi. C'était l'époque des bistrots. Il disait, avant, c'était steak à volonté, ça a disparu. Ben là, c'est impossible. Voyons, Gilles. Je peux pas faire ça. Et quand j'ai commencé dans la restauration, là, eux autres, c'est pas de l'entrecôte, c'est du contre-filet. OK? Épais de même. Oui. Puis avec des frites puis une petite salade. Ça coûte pas trop cher. Faut que tu tasses des frites voir ton steak. Ça, c'est puis là, à l'époque, ils vendaient ça, si je me rappelle, à l'entrecôte Saint-Jean, c'était 16,95. OK? Une bonne assiette, là. Bonne assiette. Maintenant, tu vas à l'entrecôte Saint-Jean, tu vas le payer peut-être 24,95. Mais à l'époque, le contre-filet coûtait 2,25 la livre. Puis aujourd'hui, il doit être à quoi? 35$ la livre. Ça n'a rien à voir. Fait que il peut pas être à volonté, c'est première a fait x10. Il peut pas être aussi gros ni à volonté. Ben non, c'est ça marche pas, là. Mais ça, c'est l'essence même de la restauration, là. C'est notre défi, les prix. Qu'est-ce que tu penses que le grand public fait? Est-ce qu'il mange moins au restaurant? Définitivement pour toi? Moins souvent ou moins cher quand ils y vont? Qu'est-ce que tu vois? Ou tu me dis, je suis pas un restaurant représentatif, tu sais, t'es pas le cochon dingue, toi, là. Non. Fait que t'es pas dans tal des Normandins, pizza, tu sais. Moi, je pense pas qu'il y ait, puis là, encore une fois, mon ami Robert, là, il y aurait des chiffres, là, pour l'appuyer, mais je crois pas qu'il y ait moins de repas qui se prennent hors domicile qu'avant. Par contre, les clients ont plus d'opportunités à manger des repas hors domicile. Couche-tard. Tu peux presque avoir des repas chauds maintenant chez Couche-tard. Presque tout, c'est vrai. IGA, Métro, ils ont tous des comptoirs avec du poulet frit, des ci, des ça, des ça. Faut rester proche de quartier, aller au IGA le midi pour voir comment il y a des jeunes qui rentrent là. L'école en avant. Bon. Ça, c'était une réalité c'est vrai qu'il y avait pas. J'avais même pas pensé, mais c'est beaucoup de volume, café, sandwicherie, etc. Fait que je pense pas qu'il y a moins de repas hors domicile qui se consomment, mais il y a assurément moins de clients dans les salles à manger traditionnelles comme nous autres. Là, on parle de tes non, mais c'est important aussi, ce que tu dis. Ben oui, ben écoute, je pense, quand tu rentres au Normandin, t'as 7, 8, 9 calls
des réfrigérateurs avec des produits transformés. Achetés. C'est ça, exactement. Puis après ça, Uber Eats, c'est tout le DoorDash de ce monde qui... Mais tu te fais livrer un McDo chez vous, là. Chris, faut que t'ailles faim en 6 bols, là. Ouais, parce que ça arrive mouchi, hein. Puis ça arrive à 30$. Ouais. T'as payé la livraison, c'est pas gratuit, là. Faut penser ça, là. Faut que tu regardes comme faut payer les gens. Puis, il y a des spéciaux, mais puis non. moi, j'ai une certaine forme de frustration par rapport à ça. Parce que... Juste une? Ah, ben, oui. Parce que, tu sais, là, les gens, là, ils choisissent d'aller manger au Galloway. Ouais. Au Blackstone. Au Cousin. Là, on parle de la Haute-Ville, mais tout le monde connaît ça. Ben oui. Parce que ils vont chercher quelque chose. Oui. OK? Ça, je le comprends. Mais si tu veux manger, te nourrir, juste pas t'empiffrer, je veux dire, un burger au Blackstone ou au Galloway avec une canette d'eau pétillante, ça va te coûter 30. Minimum. Mais le menu au Bistrot B, t'es accueilli, t'es assis, m'a t'enlever ton manteau, m'a te servir de l'eau ou de l'eau pétillante, puis je vais m'occuper de toi, puis tu vas avoir des ustensiles décents, une petite serviette de table pas en papier. Ben, le midi au Bistrot B, ça commence à 26$. T'es pas si loin, c'est ça que tu dis. Chris. Fait que la restauration, nous autres, nos prix, on essaye de les garder. On a, depuis tantôt qu'on en parle. Ah oui, ah oui. Mais la restauration, je vais pas dire rapide. Ben oui, rapide. Un trio McDo que tu manges assis dans ton char. Dans le troc, là? T'es rendu à 18$. Moi, je suis à 26$. T'es ailleurs, là. La différence est mince, là. Eux autres ont tout monté. Eux autres, mais le gars va dire, j'ai pas le temps de manger. Faut que tu t'arrêtes chez vous. Non. Okay. T'as une bonne raison. Non, mais ils vont dire, j'ai pas le temps, mais en même temps, ça, j'ai une petite frustration par rapport à ça. Quand on enseigne comme toi, t'enseignes à l'école, ou t'enseignais, ok, parfait. Est-ce que ça donne espoir ou ça inquiète quand on voit les jeunes qui la relèvent? Je suis très inquiet. Non, je sais que tu vas me dire la vérité, t'es pas là pour un bullshit pas, là. Je suis très inquiet. Je suis inquiet. Pour la relève, tu parles, on parle de ça. Oui, okay. Absolument, parce que c'est parce qu'ils écoutent pas ou ils sont pas si talentueux? Non, parce que, écoute, il y a 2 volets à mon inquiétude. Le premier volet, c'est les personnes qui viennent pour apprendre un métier, qui ont pas envie d'apprendre le métier. Puis après ça, ma deuxième inquiétude, c'est les autorités, les grands penseurs des programmes et des écoles qui sont complètement à côté de la traque, qui sont pas ajustés, sont vraiment pas ajustés, puis ils veulent pas faire de compromis parce que ils perdent la clientèle. Okay. Donc ils font des choix pécuniers plutôt que des choix pour la qualité, bien formé. Moi, quand j'enseignais... C'est une des raisons pourquoi t'as débarqué ou... J'ai débarqué parce que la pandémie est arrivée, puis malheureusement, les inscriptions sont baissées, puis moi, je suis à la liste de rappel, fait que c'est ça. Mais un bon exemple, là, tu sais, c'est que souvent, moi, je disais, Christy, on pense toujours aux élèves de demain, aux élèves qu'on n'a pas, on essaie d'améliorer notre recrutement, etc. Mais les élèves qu'on a aujourd'hui, là, qui sont là, là encadrons-les, puis mettons-leur des règles strictes pour en faire des meilleurs employés de demain. Mais moi, je veux dire, je suis qui, moi, François Blais? Là? Non, je comprends. Puis le gars ou la fille qui arrive là, du haut de ses 17 ans, puis eux, comme cadeau de Noël de ses parents, on va te payer tes cours de cuisine, parce que les autres aimeraient ça qu'ils fassent ça, mais puis lui, il est pas intéressé par tout. Ça fait pas de temps. Il y en a qui sont là. Okay. Puis tu sais, là, ce qu'il faut aussi penser, c'est que, tu sais, moi, je suis un restaurant niché, on va dire ça. Mon type de restaurant, pas juste moi, mais plein d'autres. Mais ça prend aussi des travailleurs pour l'instituel. Fait que ça prend du monde qui vont cuisiner dans les hôpitaux, puis dans les foyers de personnes âgées, puis dans les cafétérias, puis à l'aéroport, puis dans les traiteurs, puis dans les hôtels, etc. Fait que le cours de cuisine, c'est un cours très, 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 très large, mais ça n'empêche pas que dans une cohorte de 20, 22, tu le sais qu'il y en a 2, 3 qui vont faire de la restauration haut de gamme. Tu le sais qu'il y en a 2, 3 que ça les intéresse pas. Mais il y a rien typiquement pour eux, c'est ça que tu dis. C'est très général, dans le fond? Mais c'est correct que ce soit général. Oui, okay. Mais faudrait pousser un peu la qualité des potentiels. Non, faudrait donner 2 ou 3 formations différentes à l'intérieur de la même formation. Comme une spécialisation dans la généralisation. Un peu que ce que la médecine fait. Tu commences en général, t'apprends un petit peu de tout, puis à un moment donné, tu choisis. Tu veux aller là, OK. On va te former là, mais faut que tu saches comment ça marche. Faire un tronc commun, au départ. Très bon. Puis après ça, faire un petit, une petite prends une branche, je m'en vais là, moi. Exactement. Puis, bon, je sais pas si c'est faisable, là. OK, là, faut qu'on parle d'un sujet qui a fait beaucoup jaser, mais on a peut-être pas fait le tour. La réservation puis les avis en ligne.
Ouais. Sur les applications, sur les TikTok, oui. On en perd notre latin. Puis les réservations en ligne, le côté digital de tout ça, François, est-ce que ça a un impact chez vous, chez les restaurateurs, de ce que tu entends avec tes collègues puis tout ce qui s'appelle les mauvaises critiques, le chiolage, l'effet d'entraînement, eux autres sont trop chers, ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, avant, on était tout le monde sur le perron de l'église dimanche, puis on chiolait, on comptait nos bebelles. À cette heure, on fait ça en ligne. Fait que toute la terre peut le savoir. C'est ça la différence du mémérage de l'époque. Ça se rend plus loin un peu. Est-ce que ça vous affecte? Il y a une période de ma vie où je m'en sacrais complètement, je fonçais, puis Cachez-vous, je pense que je sais où je m'en vais. Ben, je le faisais, puis je me démarquais, puis c'était correct. Mais je suis obligé de te dire que maintenant, tous les jours, j'y regarde. Puis à tous les jours, je viens en calice. Pour plusieurs raisons. Des fois, je suis frustré par rapport à ce qui est écrit, par rapport aux personnes qui l'écrivent. Mais parfois aussi, je deviens frustré parce que j'ai des personnes de confiance qui sont là, que c'est leur travail de s'assurer du bonheur de ma clientèle, puis qu'ils le font pas. Fait qu'il y a comme deux volets à ça. Fait que oui, le restaurateur intelligent, pas moi, là, je parle du restaurateur intelligent. Ouais, non, je comprends. Il peut s'en servir pour mettre un peu de pression, pas de la pression, mais pour dire, tu sais, vous pensez que vous êtes bons, mes employés, ils ont vous peut-être pensez... pas complètement tort, là, ce qu'ils disent. Ils ont jamais de complètement tort. Jamais. Il y a un fond de vérité là-dedans. Toujours. Vous d'accord, c'est ça? Toujours. 100% des fois. Mais si tu payes du monde pour filtrer ça un peu, puis qu'ils font pas de job, ça c'est poche un peu, là. Ben, moi, là, je dis toujours un employé, pas un employé, un client qui rentre chez vous, tu sais, là, c'est poche que je vais dire, mais faut qu'il donne comme un numéro. Un numéro de son indice de bonheur. OK? Il rentre, il est de bonne humeur, tout va bien. Faudrait qu'il ressorte de bonne humeur aussi, c'est ça. Ben, faut qu'il ressorte au minimum aussi de bonne humeur qui est rentré. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Okay? Puis, il y a des clients qui rentrent, qui sont en sacrament parce que ça fait 12 minutes qu'ils tournent autour parce qu'ils n'ont pas de capable de stationner. Puis là, le déneigement il est pas adéquat. Puis tout. Il y a aucune de ces raisons-là que c'est de ma faute. Mais, qu'est-ce que tu veux? Son climax, lui, il est mal parti, là. Fait que là, eux autres, là, faut travailler, là. Fait que eux autres, leur indice de bonheur, là, il est bas. Fait qu'il faut s'assurer qu'il soit plus haut. Puis après ça, il y a le couple de jeunes amoureux qui se tiennent par la main, ils ont chacun un verre de vin, puis là, ils se regardent dans les yeux, là. Mais l'être humain est ainsi fait que t'as envie de leur donner du bonheur, à eux autres aussi. Ça va être tough de monter leur cote de bonheur, là. T'as de la job à faire. Ils sont à côté, pas pire. Mais la table à côté, là, t'as deux bougonneux, là. Tu le sais pas ce qui est arrivé. Leurs parents sont morts d'un accident d'auto tantôt, là. Mais t'es évites parce qu'ils ils ont de l'air en crise, sont en crise. Fait que tu veux pas aller leur parler, mais c'est à eux autres, faut que tu donnes de l'amour puis de l'attention. Mais l'être humain, il est pas fait comme ça. C'est un peu compliqué, donc je veux pas me mêler de ces affaires. Là, on revient tu travailles là-dessus, oui. Aux plateformes de réservation, c'est que le problème des critiques en ligne, c'est qu'ils sont vraiment trop généralisés. Puis, Gilles, toi puis moi, on n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes désirs. Fait que je trouve que ces plateformes-là sont trop at large pour... Je veux pas dire que les gens ont pas la vérité absolue, mais peut-être que ça se peut que tu aies passé une mauvaise soirée. Ouais. Ça se peut. Mais peut-être que tu pourrais doser un peu ce qui est écrit parce que c'est peut-être pas, tu sais, t'as pas 100% tort, mais t'as peut-être pas non plus 100% raison. Puis quand tu deviens une critique gastronomique puis que t'as pas de connaissances en restauration, moi là, j'aimerais savoir un talk face à face avec toi. Je te dirai jamais que t'es un imbécile. C'est pas ça. Mais explique pas. T'as des raisons pour lesquelles t'as eu une frustration, je la comprends, je le sais. Maintenant, on peut-tu travailler cette raison-là, puis pas les toilettes sont trop sombres, il fait trop noir, fait ci, fait ça, fait ça. Là, tu sais, là, tu généralises trop. Est-ce que tu penses que les restaurateurs pour Québec, compte tenu que c'est hautement touristique, qu'on le veuille ou non, la ville attire beaucoup de monde, est-ce que les restaurateurs sont assez appuyés ou soutenus ou protégés? Parce que quand même une valeur ajoutée, là, la restauration à Québec? Ouais, ça c'est une grosse question. Parce qu'en même temps, tu veux peut-être pas que le politique se mêle de tes affaires. Tu veux pas. Bon, on n'a pas besoin. Il y a assez de gouvernements partout, là. Oui. Bon. Par contre, moi je trouve que, on en a parlé tantôt, je trouve que deux retraités de l'enseignement, de peu importe, deux médecins retraités qui décident de s'ouvrir un restaurant, qui ont pas de notion,
Mais ça fait du mal, ça, quand quelqu'un travaille mal. Un restaurant qui va mal ou qui travaille mal, écoute, ça fait mal aux autres, c'est moi, ça? Là, le bistrot B, maintenant, là, quand je fais 100 clients, là, je suis content. C'est une belle grosse soirée. Ouais. OK? Mais si il y en a 20 qui vont dans un mauvais restaurant, ces 20 clients-là, ils viendront pas dans un restaurant qui se respecte. Fait que ça fait-tu mal? La réponse est oui, c'est 20%. C'est oui, assurément. Puis là, je suis pas en train de dire que tous les retraités qui décident de partir au restaurant font ça mal. C'est pas vrai. Il y en a qui ils s'entourent bien, etc., qui le font bien. Mais d'avoir une certaine forme de compétence à l'entrée ou de connaissance à l'entrée, me semble que ça serait porteur pour notre métier. Le magazine américain Marketing a posé une question, je te la pose pour Québec. Telle qu'elle a été traduite, là, je te la pose. Est-ce que l'inflation est en train de tuer la cuisine indépendante et traditionnelle au profit des chaînes? Non. OK, toi, tu penses que non. Les autres posent la question. Parce que là, aux États-Unis, et au Canada anglais, les services à l'auto, puis les ci, puis les ça, les gens, tout le monde est pressé. Ouais. Puis la folie TikTok de voir l'actualité du jour en 20 secondes fait que les autres, c'est intéressant parce qu'il y a des scientifiques qui ont dit tout ça se reflète dans la vie sociale. Ça reflète sur la route. Tout le monde dépasse tout le monde. Tout le monde est en crise. Tout le monde klaxonne. Oui. On est rendu comme des Italiens, là. Ouais. Bam, ça klaxonne. Tout le monde est fou, pressé, puis tout. Fait que il y a un côté fast food, fast track, fast life. Là, il y a eux autres qui ont parlé de chaîne. Oui. OK. Fait que McDonald's, c'est une chaîne. Oui. Harvey's, c'est une chaîne. Absolument. Ils sont là depuis quand? Pas mal d'années. 50, 60 ans. Donc, ils ont raison d'être, moi, je pense. Ah oui, il y a 60 ans. Derrière ces chaînes-là, il y a quand même des professionnels. Saint-Hubert, la famille Martin qui est à Québec, Scofield qui est à Montréal. Non, ils travaillent pas au hasard, là. Non, exactement. Puis ils travaillent sérieusement. Mais je suis très content de t'entendre dire ça parce que c'est pas parce que tu fais quelque chose qui est abordable, rapide, qu'il y a pas derrière ça du talent puis des compétences. Non, assurément. Puis sais-tu quoi? Probablement qu'ils sont 100% meilleurs gestionnaires que je le suis, là. Ça, c'est sûr. Par contre, il y a rien qui nous empêche, nous, les restaurateurs indépendants, de se mobiliser. Pourquoi on le ferait pas? Dans quel sens mobiliser? Ben, on peut. Mais des achats, vous en faites en groupe des achats? Il y a des regroupements d'achats qui existent, mais c'est tout pas le ça monde n'en fait pas partie. Toi, tu verrais quelque chose de plus intense que ça, ou? Oui. Oui. Tu sais, pourquoi? Ben, regarde, Top là. C'est une chaîne ou c'est pas une chaîne? Ben, c'est un regroupement de ce que je vois, là. Salvatore? Ouais, Salvatore, il commence à acheter pas mal, fait qu'ils s'en viennent. C'est une chaîne ou c'est pas une chaîne? Ben moi je pense que pour moi la pizza Salvatore c'est une chaîne, mais le reste ben il achète à gauche et à droite des crèmeries, des bebelles. Bon, c'est des restaurants indépendants qui se font acheter, qui sont intéressants pour leur modèle d'affaires, tout ça. Fait que moi je comprends. Ta question est bonne. Boulet. Avec Boulet, les botanistes, ouais. Ils ont un petit bar. Saint-Amour est-tu à part, lui? Il est-tu juste à Jean-Luc? Puis avec peut-être des associés, là, mais il est pas dans le je connais pas exactement. Okay, là, mais moi, je dirais que oui, là. Ouais. Je pense pas qu'Arnaud a un rapport au Saint-Amour. Okay. Mais ils sont 3 ou 4 restaurants indépendants. Avec les mêmes actionnaires. Les Restos Plaisir, c'est la même affaire. Ils sont rendus avec Jean Bédard, de ce que j'ai vu. Ouais, exactement. Fait que tu sais, c'est une chaîne, ça? Ou c'est des chaînes? Chaînes, parce que parce que la cage, on va parler de la cage. Oui. Si tu vas manger sur le Bourgneuf, puis tu vas manger au Centre Bell, c'est la même cage, c'est le même menu, ça c'est une chaîne. Mais tu sais, je pourrais avoir un bistrot B avec toi, Gilles, comme investisseur, puis qu'on se part à Rimouski, un bistrot C, puis qu'on se parte à Donham, un bistrot D, puis qu'on les gère, puis c'est pas le même menu. Mais là, nous autres, notre projet, c'est le bouillon B maintenant. Ouais, c'est ça. Mais d'avoir un regroupement, c'est à nous autres de se mobiliser, moi je pense. Puis de se parler, là, la semaine passée, vendredi midi passé, j'avais Rocco Cortina, j'avais Nicolas Nourcier, j'avais Phil Smoke Meat. Ouais. OK? Qui était là, puis il y avait Christian de la Bête, qui était là, sont venus manger, ils m'ont texté, François, on s'en vient, 4 pompons, ils sont partis, ils sont venus dîner, fait qu'ils sont arrivés à midi et demi. À partir à 3h30? Ils sont partis pas mal plus tard que 3h30, je peux te le dire. OK. Le fan les textait pour dire, là, tu ils ont pris Uber après. Ils ont pris Uber après. Mais, c'est 4 restaurateurs indépendants. Puis moi, j'étais le 5e qui était là, j'y recevais, c'est cool. C'est le fun. On a pris du temps pour se parler. Puis moi, ce que j'aime de la restauration, c'est que, tu sais, j'ai demandé à Rocco, toi, parmesan, tu sais. Fait que là, il m'a dit, moi, j'utilise ça, puis je l'achète là. Ah, OK, parfait. Christian, ta viande, toi? Moi, j'utilise ça, je l'achète là.
Tu sais, puis là, c'est des informations qu'on se partage, puis... Mais il y a pas de barrière, vous parlez ouvertement. Là. Ben, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je te dis, Non, c'est non, ça, se mobiliser. Pas se cacher dans le coin et dire, non, ça sert, c'est quoi, ça sert à personne. Non. Ni à toi, ni à moi, parce que si tu me donnes d'informations, si tu me partages d'informations qui réussissent chez toi, je vais pas copier ton modèle, mais je vais m'en inspirer de ton modèle. Puis ça va faire de nous deux une force, puis de se parler, puis de se réunir une fois de temps en temps, puis pas tout du monde comme toi. Parce que tout le monde pareil, c'est plate à mort. Mais des gens de différents milieux, de se réunir une fois de temps en temps, tu veux dire, hey, les boys, moi j'ai fait un bon coup, là. Il y a une affaire que je connais, tu connais Martin Derico, c'est un des chroniqueurs ici à Parents et Amis, mais on se disait, nous autres, une des choses qui est le fun d'un restaurant indépendant, je te parle pas que vous devriez pas vous regrouper, là, ça n'a rien à voir, je parle pour le client, c'est que tu peux aussi des fois appeler quelqu'un, il peut t'appeler, il peut dire, regarde, telle occasion, telle affaire, peux-tu réserver ton restaurant complet? Ben oui. C'est fait d'avance, puis on va remarquer une pancarte, on va dire, écoutez, on est désolé, mais on a un très beau contrat aujourd'hui. Exact. Puis on reviendrait demain. C'est sûr que je te dis. Mais tu peux pas faire ça aussi facilement avec. Tu sais, fait qu'il y a une flexibilité, mais en même temps, tu vis pas sa flexibilité dans une année, là, c'est sûr. Mais j'ai une dernière question pour toi. Puis c'est sûr, on peut continuer après, mais je te dis juste, je voulais savoir, est-ce que tu penses, avec tout ce qu'on a dit là, parce que tu vis, est-ce que le client veut encore payer le vrai prix pour bien manger ou s'il préfère l'illusion de rabais? Écoute. Bien manger, là, tu sais, regarde, dans ta liste de questions, tu me l'as envoyé, là. Oui. Surligné bien. Ça veut dire manger. Quoi? Ça veut dire que les clients vont toujours être prêts pour bien manger. Ils vont toujours payer ce que ça coûte pour bien manger. Puis souvent, on sort en disant, mettons, chez vous, les riz de veau. Moi, je me faisais, il y a personne, essaye pas, là. C'est le bistrot riz de veau. Toi, tu sais ça? Non, mais tu sais, je veux dire, ben, Martin, il est un de tes bons porte-parole. Ouais. Non, mais je veux dire, je sais bien qu'il y en a probablement des bons Château Frontenac, tout ça, mais, non, j'ai une porte ouverte, faut que j'y aille. On est dedans, non, on embarque dans le Château Frontenac, qui est une icône, qui est notre, Tour Eiffel. À Québec, on est d'accord, c'est ça. Si le château va bien, Québec va bien. 602 chambres quand même, tu sais, faut, bon. Mais je me disais, eux autres, c'est une grande chaîne, puis il y a une situation exceptionnelle. Géographiquement, historiquement, tout est vrai. Mais j'ai été surpris, puis je me suis dit, est-ce que tu aurais pu faire ça? C'est pour ça que je vais te poser la question. Nous autres, on a un plaisir d'aller au Sam, le restaurant Sam, qui est un genre, c'est beau, t'as vu. Le bar c'est la plus belle vue. Non, c'est la plus belle vue pour manger là, plus que même le Champlain. On est d'accord, là? Bon. oui. Fait que, j'allais là, puis moi, je te donne un exemple ou deux, c'est trop drôle parce que je suis fatigué avec ça. Ma blonde dirait, tu parleras pas de ça encore. Oui. J'allais là, ma blonde prenait en entrée, le popcorn aux truffes, puis moi, je prenais les ailes de canard. Elle, le popcorn aux truffes coûtait, ça, après la pandémie, là. Ça coûtait, mettons, 14 piastres comme entrée, mais c'était aux truffes, il n'y a pas de problème. Puis moi, ça me coûtait 17 piastres à peu près, mes ailes de canard. Là, ça coûte 33. Ça a doublé, paf, en un an. Fait que je me dis, eux autres, ils ont est-ce que faut que je le prenne à part, Château? Ils peuvent se permettre de faire ça. Ils sont 100% touristiques. Eux autres, ils s'en foutent. On monte ça, on double ça. Moi, j'ai été personnellement insulté. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je suis là. Je suis au Château. Je m'attends pas. Je vais pas économiser, là. Tu sais, je suis pas au Subway, là. Mais je me dis, ça m'a étonné. Je disais à Véro, t'as rendu compte? Puis là, ma blague à cette heure, c'est quand tu vas dans un restaurant puis les menus sont neufs, attention. C'est sûr qu'ils sont adaptés ou ajustés. Oui, les vieux. Mais bon, non, ça, j'aime ça. Mais faut puis j'ai dit ça, mais quand tu vas à cette île, là, puis tu rentres là, le menu, tu sais que la madame en 76 avait le même menu parce qu'il est craqué, il est tout croche, il y a de la sauce spaghetti dessus. Puis le prix est échangé avec un tape par-dessus, tu vois. Ouais. Non, mais en tout cas, je reviens à ma question de base. Est-ce que ça t'aura apeuré qu'on te demande de doubler le prix, là? D'une claque? Ou presque? Ben, je le ferai jamais. Je vais couper ailleurs, Mais couper ailleurs, ça veut dire quoi? Ben, pour éviter de monter, tu sais qu'il faut que tu le montes parce que ça coûte probablement plus cher. Tu sais, les riz de veau, c'est un bon exemple. J'en fais pas mal moins souvent des riz de veau. Parce que j'ai ouvert le Bistrot B en 2011. Une caisse, un kilo de riz de veau coûtait 22 piastres. Le kilo. Puis aujourd'hui, il coûte 86. Es-tu fou? Ouais. En fait, t'es obligé de le vendre à un prix où toi-même, ça te gêne un peu. Quasiment. J'en fais plus. Je vais faire d'autres choses. Moi, je suis cuisinier dans la vie. Non. Je te comprends, c'est presque indécent à ce prix-là, parce que tu y vendrais combien, mettons, en respectant le prix? Si tu mets 100 grammes de riz de veau, qui coûte 82, ça te coûte 8,20. Là, t'as pas mis de sauce, t'as pas mis de garniture, t'as pas payé le cuisinier, t'as pas payé l'assiette, t'as pas payé le lavage, le chauffage. Exactement. Les tapis nettoyés. Une entrée de riz de veau pour
28? Pour rester dans les barèmes, tu vas vendre ça 35? Peut-être 30, tu sais. Alors que ton prix de revient est 10, ouais. Une dizaine. 10 piastres minimum de prix de revient. Fait que tu le vends à 30, là, je vais te dire une affaire, là, perds-en pas, là. Ouais. Perds-en pas, là. Puis là, c'est juste 100 grammes de riz de veau, là. 100 grammes, là, c'est 4 onces, là. Nous autres, ça se peut qu'on remange après, là. Ben là, c'est sûr que vous allez manger après. Fait que non, mais tu manges pas ça tous les jours. Moi, je le vois d'autres façons. Ouais. Mais faut être créatif parce que le ouais, pricing, on a parlé tantôt, il y a une limite à ce que le client est capable de payer ou ce qui est prêt à payer. Puis moi, dans le passé, j'ai fait l'erreur de la dépasser, cette limite-là. Je reviendrai jamais à ça. J'aime mieux me passer de certaines choses. À Noël, on se fait plaisir, on achète de la truffe. Ouais. Parfait. Mais j'ai pas acheté 25 kilos de truffe. Non, mais non. J'en ai un petit peu, je la râpe si le client en veut, je l'oblige pas. Si le client veut, il veut se faire plaisir, on est capable de se faire plaisir, tu sais. Puis en même temps, nous autres, comme créateurs, comme restaurateurs, faut se faire plaisir un peu aussi, là. La pire chose en restauration, ça serait de dire je change rien. Tu peux pas. Ah non, tu peux pas, t'es d'abord, mort. comme tu dis, ben non, parce que les prix changent, les menus changent. T'es mort. Hey, la cage, ils ont engagé Louis-François Marcotte pour faire des changements. Puis des changements. Des gros changements. Mais quand tu vas au Saint-Hubert, maintenant, t'as du steak. Oui. C'est rendu une cage, là. Au Saint-Hubert. Ouais, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a presque tout ce que t'as à la cage, là. Ils sont comme, t'es d'accord? Pas faire de changement, c'est mourir, là. C'est sûr, là. Mais je reviens à ton château Frontenac, là. Oui. Je trouve qu'isoler juste un établissement, je trouve ça un peu généralisé. Là. Non, c'est parce que moi je l'ai vécu. Oui, je suis allé à Sherbrooke, dans un hôtel Times qu'on a à Québec. Hein? Oui, sur Ramel, ouais. Bon, je suis allé à Sherbrooke, il y a un tournoi de basket, on est là. Il y a un petit bar que c'est la personne en arrière du comptoir qui va du service. Tu s'entends qu'ils font pas c'est des prémix, là, des canettes que t'achètes, là, OK? Fait que moi, j'ai pris une canette de Clamato épicé Bloody Caesar. Une canette. Ça m'a coûté 18 piastres. Puis elle se vend quoi, tu penses, 3 piastres, 4 piastres? Je sais pas, j'achète pas ça, mais ça se vend pas 15, là. Ça se vend pas, tu sais, 3 piastres, je vais dire 3. Parce que je suis dans un hôtel, parce que... Non, c'est... Puis tu sais, quand je regardais dehors, là, il y avait un bar au coin de la rue, là. Ben là, je suis là à l'hôtel, je suis en pantoufle. Les enfants sont dans la piscine, ils s'amusent. Tout le monde est heureux. Fait que tu sais, il y a un contexte où tu peux charger, c'est pas juste le château. Là, moi, j'aime beaucoup le château Frontenac, là. Ben, j'y vais. J'ai pas arrêté d'y aller. Je te dis juste que je me disais, mon Dieu, mais en même temps, je me dis, je pense que quand tu rentres dans les murs, surtout Saint-Louis, t'es dans la zone touristique, t'as des prix pour les touristes. Tu sais que moi, Gilles, j'ai pensé à aller travailler au Château Frontenac quand je suis parti de l'Auberge Saint-Antoine. T'aurais-tu pu rentrer? Ben là, c'était Soulard qui était là? Jean, il prenait sa retraite. T'aurais-tu pu prendre sa place, tu penses? Je sais pas. Est-ce que j'aurais pu ou est-ce que j'aurais eu avoir les compétences pour le faire? Étais-tu rendu là? T'aurais-tu pu, c'est ça? Avec les compétences, tu étais là. Je pense. T'aurais pas été gêné. T'aurais dit non, oui. Mais toi, t'aurais été à l'aise de dire, je suis capable de faire le job, je pense. Absolument. OK, parfait. Absolument. Qu'est-ce qui t'a empêché d'essayer? Le bistrot B. T'as pas raté ta vie, là? J'étais assis à table avec ma blonde, puis je me rappelle très bien qu'on avait eu ces conversations-là. Moi, je sortais de l'Auberge Saint-Antoine. Qu'est-ce qui me reste à Québec? C'est le plus bel hôtel. Elle t'a dit, je vais te soutenir peu importe ce que tu fais, ou elle t'a conseillé, ta blonde, à l'époque? Parce que des fois, c'est le fun, un conseil. Écoute, quand j'ai ouvert le bistrot B, j'ai mis 2 fois ma maison en garantie. Fait qu'elle a pas eu le choix de me soutenir. Il fallait qu'elle signe en bas de la feuille. OK. Fait que la confiance en son chum, c'était pas pire quand même. Ouais, mais tu sais, je peux pas dire que j'ai pas eu une nuit stressante, mais j'en ai pas eu beaucoup parce que le bistrot B a eu du succès quand même assez rapidement. Puis moi, je savais où je m'en allais. J'avais une belle réputation. Chris, j'avais une équipe du tonnerre. Ils sont tous propriétaires de restaurants à Québec maintenant. Ouais, c'est ça, on les voit partout. Fait que j'avais ça, une équipe... c'est peut-être un jouet pour toi aussi? Ben oui, c'est la raison, ma fierté numéro 1, c'est d'avoir formé, d'avoir participé à la formation de ces gens. Tu les vois partout. Ben oui. Mais tu dois avoir de la peine quand il y en a qui ferment, parce qu'il y en a des fois qui sont, tu sais, c'est tough, là. Oui, mais c'est quoi, ils vont se replacer. Ben oui, ça fait pas d'eux des moins bonnes personnes, là, ça c'est sûr. Mais je dors. Maintenant, j'ai des nuits beaucoup plus stressantes que j'avais quand j'ai ouvert le restaurant. À cause de tout ce qu'on a parlé, là. L'économie, l'inflation, les prix, les mauvais choix qu'on a faits, l'investissement que j'ai fait, la passation. Ouais, fait que là, tu dis, je suis là pour un petit bout de peut-être 2-3 ans, là, peut-être? Ben, là, je pense que oui. Mais c'est correct, là. Je suis pas à bout d'âge. Non, pas du tout. Je t'en plains pas, là. Mais tu dis juste, les plans, ben, de toute façon, c'est comme des rêves. On les a, mais des fois, on les repousse, hein.
Voilà, on va attendre cette année, ta mère est morte, puis là, bing bang, on peut pas. Bon, OK, on pousse. Mais ça, mais je dors moins bien maintenant que je dormais quand j'ai ouvert le restaurant. Plus d'inquiétude que plus d'inquiétude, exact. Puis moins de monde pour me rassurer. Ben, tu sais, à l'époque, là, je peux parler, mettons, autour de la table, là, j'avais Guillaume du Batuto. Exemple, tu sais, qui a pas mal viré. Oui, je comprends. Après ça, il y a un autre gars qui est maintenant propriétaire d'une chaîne à Trois-Rivières qui était à côté de moi. Hein, puis là, t'as une relève, mais un petit peu plus jeune, donc il manque un peu encore, il manque d'expérience, c'est ça? Je comprends? Il manque oui, d'expérience, mais non pas d'expérience non plus. Il manque le côté entrepreneur, peut-être? Ça se peut-tu? Ils ont jamais vécu, ils se sont jamais brûlés, ils se sont jamais mis le doigt dans les épreuves. Exactement. Il manque d'épreuves. T'es pas obligé, tu souhaites pas d'épreuves à personne, mais quand ça arrive, ça te forme. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est pas juste des épreuves, parce que finalement, ça, c'est de l'expérience. Mais, exemple, on a un défi à relever. On prend une décision. Au lieu de réfléchir sur si je prends cette décision, exemple, si je coupe un employé, aujourd'hui, on va travailler avec, mettons, 4 serveurs au lieu de 5, moi, va falloir que je mette un peu plus les mains sur les assiettes, dans la salade, que je participe un petit peu plus. Fait que là, moi, je vais avoir plus de travail. Mais toi, dans le fond, je sais ce que tu veux me dire. Tu veux me dire, moi, je le vois ce qu'il faut que je fasse de plus. Mais il y en a qui vont pas l'ouvrage. Eux autres vont me demander, ils vont me demander combien ça va me payer de plus. Parce que si ça me donne rien de plus, je le ferai pas. Mais non. OK. L'entrepreneur à la base va dire, je vais le faire parce qu'il faut que je le fasse. Puis ce que ça va me donner le plus, c'est de passer à demain. Puis la semaine prochaine, on va être encore là. Puis la semaine prochaine, ça va être encore là. Maintenant, ils ont je comprends. plus cette capacité-là. On a une société où on déplore souvent. Un des plaisirs qu'on avait, c'était d'être, mettons, 15 ensemble. Puis là, on est 15 un à côté de l'autre. C'est pas pareil. Non. Plus individualiste. Ouais, exactement. C'est ça notre société avec les téléphones. Des fois, moi, j'ai rien contre le fait. Je me rappelle de prendre, je comptais ça à mon fils. Je parlais d'autobus. Moi, je suis en Haute-Ville. Fait que je suis bien servi 800, 801, 807. Je prends souvent l'autobus. Ça va changer, mais bon. Non, mais tramway, ça va être compliqué. Bon, on n'a pas parlé de on n'en parlera pas. Non? OK. Mais je me disais, je rentre là-dedans puis je vois tous des gens avec des écouteurs sur la tête. Il y avait des Walkman quand j'étais jeune, mais c'était pas aussi fréquent. Sauf qu'on rentrait puis on saluait notre monde, puis ça parlait. Dans l'autobus, à cette heure, t'entends rien. Puis c'est correct, il y a peut-être des gens qui disent ta gueule, parent, je veux pas t'entendre. Ouais. Mais ça me frappe. Gilles, tournoi de basket avec les enfants. J'arrive dans ma chambre, ils sont 8 dans ma chambre. Ils ont pas tous leur téléphone puis leur machine, puis les écouteurs. Ils sont genre 6 sur un lit, 2 sur un divan, puis sont tous sur leurs appareils. Gilles, les boys. Hey, oh. Chris, vous êtes là ensemble. Parlez-vous. En plus, vous m'empêchez de dormir. Fait que là, continuez d'aller jouer sur vos téléphones, chacun dans vos chambres, c'est l'heure d'aller se coucher, là. Non, c'est sûr que là, ça, on pourra faire 25 heures là-dessus, mais on arrête ici. Hey, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci de l'invitation. François Blais du Bistrot B. Salut.